Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Le podcast sur l'orientation qui s'essaye à du nouveau matériel, pensant qu'il est enfin professionnel alors qu'il espère juste que ça enregistre. Dans cet épisode, on va vous parler de licence en information communication dans les médias, d'école de management, mais aussi et surtout de musique. Et comme d'habitude, pour découvrir tout ça, je suis très bien accompagné puisque je suis en présence de la fan numéro 1 de Britney Spears. C'est bien simple, son fond d'écran est un montage de Britney avec des petits cœurs dignes des plus beaux skyblocks de l'époque. Elle essaye de peu à peu mettre la musique qu'elle aime en radio, mais vous comprenez bien, au vu de la description précédente, que ce n'est pas facile tous les jours. Son CV fait 2 pages, c'est pour ça que l'émission va durer 2 heures, ne m'en voulez pas. C'est Camille Dutilleul. Salut Camille. Coucou. Ça va ? Bah oui, comme je te disais, tout va bien aujourd'hui. Je suis contente d'être là pour te parler. Trop bien. Et de parler aux gens qui se posent des questions ou juste curieux. Bah parfait. Alors dans cette émission, vous l'avez compris, on va vous parler de communication dans la musique, mais surtout de tout ton parcours pour en arriver jusqu'où tu en es, donc à être à peu près programmatrice à la radio, à peu près, on expliquera pourquoi. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous aimez l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter et sur Instagram pour ne rien rater. Bref, alors j'ai fait ta petite présentation, mais évidemment, les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, et quoi de mieux que de monter dans un ascenseur pour apprendre à se connaître. Oui, un ascenseur, endroit dans le top 3 des plus gênants pour avoir une conversation. Il est l'heure de la présentation élevée. C'est quoi cette petite pièce ? Vous êtes claustrophobe ? Manque d'altitude. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est la mimique. La présentation élevée. Donc là, je sais pas si tu connais, en fait, c'est comme un pitch elevator. Est-ce que tu connais ce... Pas du tout. Alors tu vois, j'ai fait des études de com, mais... Et pourtant, le pitch elevator, c'est quand même quelque chose dans les écoles de commerce. En gros, le but du jeu, dans le pitch elevator, c'est que tu rentres dans un ascenseur et tu dois pitcher l'idée du siècle à ton boss et tu dois le convaincre le temps qu'il monte dans son bureau. Ah, quelle horreur. Ouais. Ok, donc c'est l'horreur, c'est terrible. Donc là, c'est à peu près le même principe, sauf que moi, je vais te poser des questions, plein de questions sur ton métier ou pas. L'animal totem, ce genre de truc. Peut-être bien. Ah, ok. Et toi, tu dois m'en répondre le plus rapidement possible. Ok. Ça marche. T'es prête ? Je prends une voix de majordome, puisque c'est un rôle de composition, puisqu'on est vraiment dans un ascenseur, figure-toi. De luxe. Okay. Évidemment. Bienvenue madame dans votre ascenseur de présentation, je suis Bernabé et c'est moi qui vous pose les questions. Prête ? Prête. C'est parti. Nom de famille ? Dutilleul. Prénom ? Camille. Âge ? 28. Matière préférée au collège ou au lycée ? Français. 8 x 6. Je sais plus. 48, non ? 48, c'est bon, c'est moi. Ton artiste du moment ? Alors, comment il s'appelle ? Dan Kie, je sais pas si je le dis bien. D-A-N-K-Y-E. Ta passion actuelle ? Dormir. C'est l'histoire d'un tétard qui pensait qu'il était tôt, mais en fait il était... Tard. Ton film préféré ? Mélancolia de Lars von Trier. Ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve ? Danser avec Britney. Ok, pas mal. Est-ce que tu as triché pendant tes derniers examens ? Oui. Pour un karaoké, Céline Dion ou Jean-Jacques Goldman ? Céline. Le métier que tu voulais faire quand tu étais petite ? Architecte d'intérieur. Le lait avant ou après les céréales ? Après. Quelqu'un qui t'inspire ? Raymond DeVos. Ton endroit préféré ? La plage. Et top. Bon madame, j'ai entendu l'ascenseur qui vient d'arriver. Merci madame d'avoir choisi la compagnie Qu'est-ce que tu vas faire pour votre voyage ? Je vous en prie, rentrez dans la pièce. Merci beaucoup. Alors, on est descendu de l'ascenseur, ça a été ?
Pas trop stressant. Non, génial. C'est un super exercice pour mettre à l'aise et c'est un très bon entraînement. Enfin, ça me rappelle les entretiens de l'école de commerce. Exactement. Terrible. Mais ça va. Elle déteigne sur moi. Quel enfer. Alors, on est descendu de l'ascenseur, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt, on rentre au centre de formation. En formation! Tortue! Formation tortue! Hors de question de laisser filer le futur Lionel Messi. Moi, tu me parles pas d'âge. Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. Oui, bravo, Serpentard, cependant! Alors, le centre de formation, c'est tout simple. Comme les grands joueurs, tu as été formé. Et toi, pour le coup, ce n'était pas pour mettre des triplés comme Mbappé, mais pour devenir communicante, et plus particulièrement dans les médias. Et c'est justement ça dont on va parler de ta formation. Pour commencer, et avant de parler de tout ton parcours, t'étais quel genre d'élève au lycée-collège? J'aimais bien l'école quand même, en fait. Je bavardais énormément, mais j'avais envie d'être une bonne élève, de donner le meilleur de moi-même. Mais ça dépendait des matières. Il y avait des matières, c'était pas possible. C'était une aversion, type mathématiques, physique. SVT, ça allait encore. C'est différent, c'est un peu plus... Je sais pas, c'est plus joli, quoi. Ouais. Mais tu donnais tout quand même en maths et en physique, etc. Je me plaignais beaucoup. En fait, quand je voulais pas faire quelque chose, je suis très procrastinatrice, voilà. Donc, du coup, les exos, je les faisais au dernier moment. J'avais pris un 0 d'ailleurs pour ça, parce que dans la cour, je copiais mes copines et du collège, dans la cour du collège, je copiais les copines, les devoirs et je me suis fait choper et j'ai eu un 0. C'est ton seul 0 de toute ta scolarité? Oh non, je pense que j'en ai eu plein. Tu me rassures parce que je me sentais un peu tout seul. Mais ouais, avec les profs, je contredisais beaucoup. Les profs, mais t'étais insolente en fait. Non, ouais. J'ai des exigences envers les adultes en fait. Les adultes, pour moi, c'était pas des êtres magiques. Ils étaient un peu bêtes, quoi, pour moi, des fois. Et c'est toujours le cas? C'est même pire aujourd'hui, ouais. Ah ouais? Des fois, ouais, les adultes sont pires que les enfants. Mais donc tu te sens pas adulte? Je sais pas. Je me sens, bizarre. Je suis quelqu'un de bizarre. Je suis chelou. On m'a toujours dit que j'étais bizarre. Donc voilà. Ah ouais? Ouais. Au collège, j'étais assez bizarre. J'étais une élève attentive, mais j'étais un peu bizarre, ouais. J'avais des réactions qui étaient un peu, par moments, pas... Des comportements, ouais, comme je te dis, tu vois, je contredisais les profs. Quand la personne en face ne m'inspirait pas confiance ou que son programme, sa façon d'enseigner me gênait. Donc voilà, j'avais beaucoup de mal avec la scolarité en fait. Pas forcément l'autorité, mais la manière d'enseigner me correspondait pas. Les maths, compter des billes, pour moi, j'avais pas la même vision. D'accord. Et donc, après, t'as quand même continué jusqu'au bac ES? Exactement, ouais. C'était un choix ou c'était par défaut? Non, c'était un choix. J'adorais l'économie. Ok. La science éco, j'avais cette fibre de sociaux, la science éco, tout simplement, d'un pays, comment on gère l'argent, les actions, toutes les transactions bancaires, ça m'intéressait beaucoup. Ok. Alors, on a entendu ton âge pendant la présentation. Non, mais tu as eu ton bac en 2013 et pourtant, c'est l'année dernière que tu as fini tes études. Donc, tu as fait beaucoup de choses entre les deux. Déjà, est-ce que tu veux expliquer ce que tu as fait entre 2013 et 2015, donc après ton bac? Eh ben déjà, j'ai passé le bac en septembre parce que j'ai la mononucléose en août. Ah oui. Au moment du bac, en juin. Ok. Et donc, du coup, j'ai pas passé la version normale du bac. Ok. Donc, voilà. Les gens peuvent être malades, c'est pas grave, il y a quand même une session de rattrapage en septembre. Ça rassure. Ça rassure toujours. Mais c'était pas drôle parce que c'est pas les mêmes sujets, t'es pas avec tes potes, tu dois bosser l'été, c'est l'enfer. Tu peux même plus tricher. Exactement. Mais où va le monde? C'est exactement ça. Et du coup, j'ai commencé la fac de droit alors que je n'étais même pas diplômée du bac. Parce que les cours commençaient en fait en septembre, mi-septembre, et ça a été les pires années, mais en même temps les meilleures parce que t'es complètement insouciant, t'es étudiante, t'en as rien à faire, t'as pas de problème d'argent, c'était génial. Mais j'ai un peu bossé quand même parce que j'avais toujours ce truc de bien faire, puis mes parents me finançaient, donc voilà. Mais j'avais aucune fibre de juriste en fait, je ne retenais rien. J'avais pas une mémoire qui était assez entraînée pour comprendre les arrêts, je sais même plus comment ça s'appelle, de cassation, etc. Quand on apprend ça, par contre, j'ai appris beaucoup de choses, mais les restituer, c'était beaucoup plus compliqué. Puis il y a une concurrence de fou. T'as 10% de réussite. C'est le bagne, quoi. Ouais. Et puis à l'époque, je travaillais aussi 20 heures par semaine à côté. Tu sais chez quoi? H&M.
Okay. J'avais commencé chez H&M, puis après je me suis fait virer parce que je sais plus, il y avait des problèmes. Parce que les adultes sont des cons. Parce que les adultes sont des cons, c'est ça. Non, parce que j'étais trop lente le matin. Fallait mettre les cintres très rapidement et j'étais trop lente. Et puis j'étais fatiguée surtout, je pense. Ouais. Voilà, quand tu es étudiant, c'est chaud. C'était une nécessité pour toi de travailler à côté de ces études? C'est mes parents qui m'ont vraiment toujours poussé à faire ça. Après, il y a eu un moment où j'aurais dû dire stop et je l'ai pas fait. Donc ça, c'est dommage. T'as senti un moment de rupture. Est-ce que c'est à cause de ça d'ailleurs que t'as pas réussi en droit? Oui, tu penses? Je pense. Ça, en partie, oui, c'est clair. Quand t'es à 20 heures par semaine, la moitié de ta semaine en fait dans des magasins avec du bruit, tu peux pas réviser. Tu peux pas réviser. Tu rentres chez toi, t'as qu'une envie, c'est de sortir voir tes amis et de dormir. Ouais. Et cette volonté de faire du droit, c'était une volonté de tes parents? C'était pas une volonté de... Alors, j'ai passé le bac. En fait, j'ai pas eu grand-chose. Tu sais, à l'époque, c'était pas comme APB. aujourd'hui. C'était APB à l'époque? C'était encore APB, ouais. Donc Parcoursup maintenant, on précise. Parcoursup, voilà, c'est ça. Et j'avais quand même l'idée de faire de la communication. Ok. Ça avait toujours été quand même quelque chose qui m'intéressait. Mais j'avais pas les outils, en fait. Je savais pas les écoles, je savais pas... Moi, j'étais très, très mal informée au lycée. Ok. Même avec les conseillères d'orientation, etc. T'étais dans quelle région, juste pour resituer moi, peut-être? j'étais à Grenoble, dans un lycée catho privé, un peu spé. Mais l'enseignement était qualitatif, mais simplement mes parents étaient en plein divorce, donc aussi ça a été Ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé à se concentrer sur mes études et sur le bac. Mais bon, j'ai quand même eu une mention assez bien, je crois, donc ça va. C'est On pas est la dans cata. la même team. Et voilà, c'est pas beau. La cata. Mais voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à ce parcours? C'est que le droit, non, ça l'a pas fait. J'ai retapé la première année. Donc tu vois, ça me fait 2 ans. Donc là, on est en 2015, finalement, début 2015. Et ça n'a pas fonctionné. Donc là, ça a été la chute libre. J'ai retapé, mais j'ai eu 9,991. Ah oui, donc c'était vraiment très proche. Ah oui, c'était à 2 doigts de l'avoir. Ouais, donc dégoûté en plus. Dégoûté, grosse dépression. Enfin, pas dépression, parce que je sais pas si ado t'étais... Mais vraiment très mal. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai aimé au lycée? Allez, c'est reparti, on recommence en L1. Donc t'arrêtes le droit au bout de 2 ans. Et tu pars en économie. En économie, à la fac, voilà, de 0. Okay. Donc de là, ça se passe bien. J'ai ma première année. Trop bien. C'est bon. Et je vais en 2e année aussi. Donc je fais ma 2e année. Et là, ça se complique parce que c'est la fac et que c'est pas... C'est très généraliste en fait et je vois pas le but. Je me plais pas forcément. C'est vraiment le bagne d'y aller pour le coup. Ah, d'accord. Et il y a de plus en plus de maths. Alors même si l'économie, c'est assez... T'as des théories économiques, Smith, Ricardo, machin. Ouais. Il faut les appliquer, cette économie, ces théories économiques à ta réalité économique de ton pays ou de n'importe quelle de ton entreprise. Donc du coup, tu fais de la compta. Et là, à partir du moment où j'ai commencé la compta, j'ai eu 4 de moyenne. De retour. Voilà, 4 de moyenne et il fallait faire des calculs mirobolants. Mais le droit, c'était pas en université aussi? Si. Et tu te sentais mieux en droit à l'université qu'en droit à l'éco? Oui, ma matière préférée, c'était le français. Donc tout ce qui est littéraire, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les mots. Mais après, c'est une logique aussi qui ne m'allait pas, le droit, en fait. C'est de la logique, en fait. Okay. Et l'économie, c'est pareil. Au bout d'un moment, cette logique, j'avais atteint la limite, je sentais, tu vois. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont mes outils qui sont à ma disposition? Et on m'a parlé des passerelles. Ok, oui. Possible entre DUG, ce qu'on appelait DUG, licence, enfin 2e année, juste pour aller en licence, changer de licence. J'avais des amis qui étaient par exemple en SVT, qui avaient changé pour être en médecine ou kiné, ou peut-être, enfin voilà. Donc je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait la licence Infocom à Grenoble, toujours à l'université, qui proposait de rentrer directement en L3. Et donc en fait, tu reviens à ton premier amour qui est la communication. Exactement. Au final. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc tu pensais qu'il y aurait quand même peut-être un peu d'économie, comme t'aimais un peu le social et tout. Et en même temps, de la communication qui te plaisait depuis le début. Exactement. Ok. Et ça, c'était pas ton choix numéro 1 au moment d'APB? Non. Au moment d'APB, c'était le droit, ton premier choix? C'est ça. Ok. Et pourquoi ne pas être allé directement vers ce premier amour? Parce que je m'étais pas renseignée sur les écoles, sur les BTS, tu vois. L'IUT, c'est hyper... j'ai été GRT, ça, si j'ai mis IUT, Infocom, je crois. J'ai pas été acceptée. Ok. Donc voilà, j'avais un dossier merdique, hein. J'avais 11 de moyenne. Tu vas pas bien loin, quoi, avec ça. Comment t'as fait justement pour te renseigner au fur et à mesure? Pas le choix.
T'es au pied du mur, en fait. T'es au pied du mur et tu paniques. Et là, tu te dis, OK, je suis dans la mouise. Je connais un tel qui a fait ce truc-là. J'ai posé question, en fait, à des anciens élèves. Je suis un peu tombée par hasard. En fait, à chaque fois, je suis un peu tombée sur des personnes qui m'ont un petit peu dit « Ah, mais si, tu devrais faire ça. Ça peut être intéressant. Après, tu peux faire ça, ça, ça. Tu peux tenter l'école de journalisme. » Ok. Les gens savaient mieux que toi, pratiquement, complètement. ce que tu pourrais faire, en fait. Exactement. Ouais, moi, j'ai jamais... Mes parents étaient un peu à la ramasse là-dessus, comme beaucoup de parents, je pense. Et puis les profs aussi, finalement, ils sont pas à la page. Les profs, ils sont la tête dans le guidon sur leurs cours, sur leur c'est peut-être pas leur leur rôle domaine. non plus. Oui, c'est pas le rôle non plus. Mais quoique, je pense que ça peut être bien de capter quand même le potentiel d'un élève, en fait. Mais ils sont de plus en plus alertes là-dessus. Mais c'est vrai que J'espère. sur une classe de 35, voire plus, c'est compliqué de faire du cas par cas, malheureusement. Et donc, toi, tes profs, ils t'avaient pas aidé, ils t'avaient pas... Non. Ok. C'était l'époque, je te dis, du divorce de mes parents, donc les difficultés étaient ailleurs, et puis on m'a balancé à la fac, et puis voilà, le chemin a suivi, puis finalement, ça s'est pas trop mal passé en licence, même si je me suis pas mal ennuyée. Est-ce que tu veux justement parler d'une journée type en licence ? D'amphithéâtre, Ouais. t'écoutes un prof qui parle, qui demande le silence, très souvent, les gens sont pas intéressés. C'est triste, en fait. C'est hyper triste. Mais il y a des cours qui étaient intéressants. J'avais pris une option cinéma. Et justement, j'avais fait une analyse du film Mélancolia de Lars von Trier. Et j'avais adoré faire ce dossier d'analyse séquence de cinéma. Il y avait quand même des sujets intéressants. Mais bon, la plupart du temps, c'est des oraux où on enchaîne les groupes, tu sais. Ouais. Comme on peut toujours le voir en école aujourd'hui. Même là, l'école que j'ai fait en dernier, c'était ça. T'enchaînes les groupes. Personne n'écoute personne et c'est un peu dommage. Mais bon, il y a peut-être pas... C'est encore, moi, ma critique de l'enseignement et la façon d'enseigner, mais je pense qu'il y a peut-être pas de magie. C'est le système qui est comme ça et il est pas si mal en France, je pense. Est-ce que tu veux expliquer les différentes matières que tu avais dans cette licence pour que les gens voient, tu vois, s'ils sont intéressés par cette licence. Ouais. Qu'est-ce que tu y fais exactement et à quoi t'es formé? Ouais. Il y avait 2 cours très intéressants sur le journalisme et... Alors, c'était une spécialité de Grenoble parce que c'est des cours de Sciences Po qui avaient, grâce à cette licence-là, t'avais 2 cours qui étaient dispensés par Sciences Po et ça, c'était le must parce que t'avais vraiment de l'analyse journalistique. Donc, on prenait n'importe quel magazine, journal, écrit. Non. Ok, très bien. Mes rêves culturels ne te vont pas, visiblement. Non, c'était plus Figaro, Le Monde, tout ça, et t'analyses les titres. C'était très, très intéressant. Ça, pour le coup, j'ai vraiment adoré. Et voilà, pareil, des Twitter. Twitter est rentré aussi dans ces analyses-là. C'est ça qui est drôle, les réseaux sociaux. Donc, beaucoup d'analyses politiques, socio-économiques, etc. Donc, ça, c'était très intéressant. Du sport aussi, forcément. Une journée type aussi à la fac, c'est d'aller en vélo, de se déplacer. Et ça, de connaître les gens. Enfin, la fac, c'est quand même... C'est mes plus belles années. C'est mes pires années parce que j'ai l'impression que des fois, j'ai loupé un peu. Je suis tombée à côté de moi. Mais j'ai été moi-même quand même avec les autres. Je me suis fait vraiment des amis. J'ai créé un monde autour de tout ça et qui était vraiment très chouette. C'est très grand, t'as plein de gens à croiser. Les gens sont quand même intéressants, sont quand même impliqués aussi dans leur vie associative. Il y a des associations. Grenoble est une très belle fac pour ça. Ça, c'est vraiment génial. Une très belle ville. Mais pas une très belle ville du tout. Mais pourquoi tu trouves que t'es tombée à côté de toi, si je reprends tes termes? Ouais, c'est ça. Ouais, à chaque fois que... tu sais, quand tu testes plein de choses, tu te poses vraiment des questions. Mais pourquoi ça me plaît pas? J'ai pas la fibre? Pourquoi j'accroche pendant pas? Ces 2 ans, pardon, je t'ai coupé, mais pendant ces 2 ans, c'est 1 an? 4 ans. Oui, les 2 ans de droit, 2 ans d'économie. Oui, mais je pensais en information et communication. Mais pendant tout ce temps... Ouais. Tu te cherchais encore? Encore, complètement. Je mets en place les petits plots pour dire ça. Elle en est là. Ok. C'est ça. Et j'ai le sentiment que ça prend du temps, en fait, de se comprendre, si on n'est pas précoce, entre guillemets, si on n'est pas guidé, on le fait par soi-même, mais ça prend du temps. Et puis, j'étais pas mature, peut-être, à cette époque-là. Je sais pas, ça s'explique pas, c'est comme ça. Peut-être qu'il t'a fallu du temps, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et alors, on te forme à quoi précisément
dans cette licence d'information et communication? On devient quoi en fait en faisant ça? C'est une passerelle, je pense. Ouais. Tu vois, tu fais un peu plein de matières, tout sauf des maths, on est bien d'accord. En fait, ton choix numéro 1, c'était tout sauf des maths. Ouais, clairement. Il y avait aussi de l'analyse sémantique. La sémiologie, c'était l'étude du langage, des mots, du sens des mots. Okay. Pour la communication, c'était hyper important. Donc, on étudie des auteurs, des photographies, le sens qu'elle a cette photographie, le contexte dans l'histoire. Un peu des faits historiques aussi, c'était assez intéressant. Un peu de créa? Genre très peu. Photoshop. Vraiment très peu. La fac, malheureusement, est pas forcément très... C'est à toi un peu de te former à côté, franchement. Je pense que la fac, ils ont peut-être fait des efforts depuis, mais j'ai pas l'impression que ce soit leur point fort. Okay. En termes de créa, moi, j'ai pas le souvenir de... Alors, par contre, oui, pour les citations de mémoire et de... Ouais. Comment ça s'appelle, ces trucs? Références bibliographiques, ils te font des cours entiers pour savoir comment bien référencer, sauf que je retenais jamais rien. Donc je vais pas te demander, du coup. Voilà, non. Mais sinon, non, il n'y avait pas forcément des cours qui n'avaient rien à voir, mais c'était assez généraliste. Les gens, ils faisaient quoi après, du coup? Ils partaient dans quoi? Alors, il y en a pas mal qui ont tenté les concours de journalisme. Okay. Dans ma classe, sur une trentaine, il y en a peut-être 4-5 qui l'ont eu, je pense. Okay. Moi, je l'ai pas tenté. C'était des concours publics? Ouais, c'est l'école de journalisme de Grenoble, mais c'est Sciences Po qui délivre ce diplôme-là de Grenoble. Ça t'a pas tenté, toi? A posteriori, je me demande si j'aurais pas dû. Mais tu vois, avec des signes, peut-être un jour ou quoi. Ouais. Mais c'était très intéressant. C'était du haut niveau, en fait, en termes d'analyse, en termes d'écriture. Il y avait une exigence là-dessus qui était très intéressante. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es ennuyé, en fait? C'est que tu trouvais que les cours étaient pas assez exigeants avec toi-même? Oui, peut-être. Ouais. Alors que les 2 matières à Sciences Po de journaliste étaient hyper prenantes. Alors que c'était les plus poussées. Et tout à fait. Et chaque semaine, il y avait un recap d'actu. Donc, la prof mettait au tableau plein de questions et on était noté forcément. Donc, la notation, ça implique l'élève. Et je sais pas, qui a gagné, qui est mort cette semaine, c'est un peu glauque, mais... Oui, non, mais... Tu vois, les faits divers, quoi. Et les faits divers, et puis les faits économiques. Et les faits d'été. Voilà, et les chiffres, un peu même des chiffres hyper précis, par exemple le taux d'inflation, à combien il est, donc tu devais vraiment te renseigner sur tout. Ok, donc tu devais suivre l'actualité quoi qu'elle arrive. Donc en fait, l'information arrive avant la communication, comme le titre de la licence finalement. Ouais, peut-être. C'est que l'information est plus importante. Écoute, si je l'avais lu comme ça, effectivement... Non mais tu vois, par exemple, quand on dit audiovisuel, l'audio passe avant le visuel, peut-être. Putain, c'est fou. Voilà, j'imagine. Et donc, ces gens vont essayer de faire journalisme. Alors, il y en a une partie... Il y en a une autre partie qui vont poursuivre en communication. Donc, ils peuvent faire en communication pas mal de choses, mais j'ai pas trop les infos pour te dire. Mais ça peut être dans une institution culturelle, type musée, type association, concert, que sais-je, événementiel, à la mairie. Enfin, tu vois, il y a vraiment pas mal de choses dans la culture. T'as de patrimoine aussi, tout ce qui est urbanisme. Tu peux aller en master après d'urbanisme et qu'est-ce l'aménagement urbain. D'accord. Par exemple, discuter. Alors, je n'ai même pas fait ce métier. Non, mais tu vois, dans une métropole, comment bien aménager les quartiers, faire en sorte que les gens vivent bien ensemble. C'est aussi de la communication, quoi. Enfin, c'est comment on fait. Donc c'est hyper large. C'est assez large, ouais, tout à fait. Mais je pense que ça, c'est ce que je voulais dire peut-être depuis le début, mais je pense qu'il y a 1000 profils, en fait, pour 1000 métiers et que on peut tout faire. Enfin, si on a envie de s'investir, on peut toucher à tout et être polyvalent. Et je pense que mon profil, plus on va avancer dans l'entretien, plus le profil est polyvalent à fond. C'est sûr. Il faut juste trouver qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui booste les gens pour être polyvalent. Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, la charge de travail, elle est comment pour toi ? C'est la fac, hein. Moi, j'ai jamais été c'est très tranquille. Ouais. C'est assez tranquille, il y a une exigence, mais moi, je la capte pas, en fait. Je suis à côté de mes pompes, encore une fois. Je m'éclate pas, je suis pas investie. Je suis pas très investie. Même en termes de relations sociales, ça t'éclate pas, genre les gens que tu retrouves ? Non, parce que les gens commencent à être... je commence à avoir un petit écart d'âge. Ouais. Je commence à être un peu plus âgée.
Donc je sens que je suis un peu différente. T'as quel âge à ce moment-là Je comparé dois aux avoir autres? 22, je sais plus, 23. Ouais, 23. En fait, c'est comme si moi, je recommençais à faire mes études, quoi. Voilà. Ok. Tu vois, ça... Et oui, ils ont 19 ans à peu près. Moi, j'en ai 23. Bon, il n'y a pas un grand écart, mais... Non, mais tu sens qu'il y a quand même une petite différence Une d'âge. petite différence. Et puis, moi, j'ai essuyé des échecs. Donc, je suis pas dans un bon mood. Je suis un peu renfermée, quoi. J'en ai un peu marre d'être là. J'ai envie que ça avance. Ouais. Tu vois. Et Je suis dans donc, ce le mood. fait d'être fermé, ça a empêché, évidemment... Oui, forcément. Ouais, je pense. C'est pas très agréable, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'à un moment, tu t'es spécialisé pendant cette licence? Qu'entends-tu par spécialisé? Parce que quand je lis la dénomination, c'est dans les médias. Ah non. Non. Ça veut rien dire. Voilà. Non, je me suis absolument pas spécialisée. Enfin, si, la spécialisation était plus journalistique. Hein. Okay. J'ai mis l'accent sur une matière de découverte journalistique. Tu avais des modules que tu pouvais choisir. Et j'ai choisi le modèle journalisme. Ok. T'avais des stages à faire pendant ce moment-là? Non, mais j'en ai fait. J'en ai fait par mon propre... tout à fait. Et j'ai fait dans une agence de street art. Parce que Grenoble accueille un des plus gros festivals de street art d'Europe. Et du coup, j'ai été travailler dans une galerie pendant un mois et demi, pour faire de la com et pour écrire, notamment pour j'ai fait tout un livret d'exposition. Et ça, c'était très intéressant. Et ça m'a servi quand même, la com, malgré tout, pour écrire, pour bien rédiger, pour éviter les fautes d'orthographe. Donc, être présentable et faire de l'événementiel, quoi. La prod, un peu. À quel moment t'as appris, entre guillemets, l'exigence et le travail, puisque tu dis que, par exemple, c'était la fac, donc c'était un peu léger en termes de charge de travail. Tu te sentais pas challengé, en tout cas en masse de travail? Non, le travail académique. Par contre, j'ai toujours beaucoup travaillé, c'est-à-dire j'ai toujours, par exemple, écouté beaucoup de musique. Pour moi, ça, c'est du travail. L'air de rien, c'est ton cerveau qui travaille. J'ai toujours travaillé à côté de mes études. Et j'ai donné des cours, j'ai fait 1000 boulots étudiants, franchement, de l'intérim, les week-ends, l'intérim pour faire compter les articles inventaires. Je travaillais dans le prêt-à-porter les étés et même à côté, j'ai toujours travaillé beaucoup. Donc ça, la valeur travail, d'en chier, d'être fatigué, de sentir que ça, je l'ai toujours vu, je pense. Par contre, le moment où je me suis dit, il faut que je change ma méthode parce que ça va pas. C'est vraiment à la fin de cette licence de com. Et moi, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, c'est que est-ce que tu n'avais pas aussi envie d'être dans la vie active plutôt que être derrière un bureau et derrière un banc, alors que ça fait 5 ans que tu es derrière le banc et que tu reviens en première année? Ouais, c'est ça. Et puis... Ouais, j'aime bien être sur le terrain, j'aime bien avoir du concret. Pour moi, les cours, c'est que du cas pratique. C'est pas assez de cas pratiques. Voilà. J'ai pas assez de cas pratiques. Et je pense qu'un IUT, ça aurait été parfait pour moi, tu vois. Pour mon profil, c'est beaucoup de cas pratiques, de l'alternance. Mais c'est incroyable, quelle invention. Et comment ça se fait que t'as pas tilté avant? J'ai pas été renseignée. C'est fou. C'est fou. Ouais. Et à un moment, j'ai cherché, je crois, entre l'économie et l'information-communication. Donc, au bout de 2 ans de fac, sauf qu'il était trop tard. À chaque fois, les dossiers et puis les entreprises. Trop tard, ouais. En communication à Grenoble, c'est compliqué. Ok. Paris, ça va. Mais... Et t'as jamais pensé à bouger de Grenoble avant ce moment-là? Parce qu'après, t'as bougé, on expliquera après. Ouais. Mais non, j'étais trop jeune, je pense. J'étais pas assez mature, j'avais ma famille, c'était compliqué. Ouais. Dans cette licence d'information et de communication, t'y restes combien de temps? Eh ben, j'y reste 1 an, en fait. T'y restes 1 an. Donc, je suis diplômée après. Après cette année, tu m'arrêtes si je me trompe, mais t'as 1 an de trou, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, ok. Tu gères. J'arrive à suivre. C'est dur, hein. Mais il est dur, ce... J'ai fait LinkedIn plus CV, j'étais en mode, alors attends, je vais faire des maths, parce que là, c'est un peu compliqué pour moi. Je te facilite pas la tâche. Non, mais tant mieux, c'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, t'as 1 an de trou. Je vais pas dire 1 an de passage à vide parce que c'est pas vrai, t'as fait des trucs, t'as travaillé, on en parlera aussi dans la partie expérience, mais est-ce que à ce moment-là, on peut dire que t'étais au point d'être complètement perdu au maximum? Non, j'étais décidée. J'étais décidée. D'accord. C'est vraiment à la fin de cette année de communication où je me suis dit, mais je vais où? Je suis qui, moi? Je suis la fille cool qui invite des gens chez elle, on fait des soirées. Mais donc t'étais un peu perdu quand même.
À la fin de cette année-là, oui. Ah oui, mais donc moi je te parle ça à la a fin de cette année-là. duré un mois et après j'ai dit ok, bah là on va se prendre en main. Ok. Et j'avais un copain à l'époque qui avait commencé s'était renseigné sur les écoles de commerce en fait, et qui m'avait dit mais Camille, c'est le bon moment parce que t'as pas besoin de dossier, c'est un concours. Et là, hyper bénéf quoi. Alors, tu bosses le concours. Et je m'étais pris un an sabbatique pour bosser le concours. Très bien, ok, le je pensais pas. Taj-Maj. Et du coup, tu avais quand même travaillé un peu. Je mettais 35 heures. 35 heures pendant... J'ai arrêté au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'étais trop fatiguée parce que je descendais les boîtes de chaussures, je faisais les soldes et tout chez Minelli. C'était l'enfer. Donc, c'était très prenant. J'avais moins de temps pour travailler mes cours. Donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler au bout d'un moment et de me concentrer que sur les concours. Pendant un bon mois et demi, j'ai fait que ça, quoi. Du coup, tu as auto-travaillé sur le concours ou tu as vu des cours pour préparer le concours? Donc, on peut appeler ça une prépa. J'ai pris une prépa payante, hyper chère. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais ça m'a coûté un peu cher. Je devrais regarder les factures, tiens. Mais une préparation au Taj-Maj, en fait, tout simplement. Qui est un concours pour rentrer dans les grosses écoles Exactement. de commerce. T'as Taj-Maj et t'as aussi pour Marseille, si je dis pas de bêtises, et je sais même plus l'intitulé du concours. Moi, j'avais passé Marseille, Neoma. Donc Neoma Rouen, je crois, j'avais passé. C'est des grosses écoles, c'est du top 10. Et toutes les autres, avec le Taj-Maj, en fait, qui est un énorme bouquin que tu ponces pendant longtemps. Donc j'allais les week-ends à Lyon pour bosser la prépa. Ok. Voilà. Ah ouais, donc tu te faisais quand même des sacrés trajets à Grenoble. Ah Lyon, oui, c'était tout le temps. J'allais à Paris aussi parce qu'il y avait des semaines de prépa et on t'entraînait à faire à l'écrit. C'était Écricom, voilà. Écricom pour Marseille. Neoma, c'était un autre concours, mais l'Écricom était c'est plus dur. C'est en 2 heures, tu devais faire des synthèses en fait de textes. D'accord. Et alors, au moment où tu te dis, vas-y, je vais préparer ces concours d'école de commerce, tu te dis pas, mince, je suis en train de me perdre parce que je m'intéressais à la communication. J'ai quitté ma licence d'économie pour retrouver un peu ce truc social, ce truc de communicante et tout. Et là, je reviens dans le commerce qui est un peu plus matheux, on va dire, non? Oui, encore une fois, c'est encore... je veux ressouffrir, quoi. Ouais. Non, ça t'a pas fait peur à ce moment-là? Là, ça a été très, très dur. J'ai pas eu peur cette année-là. Durant toute cette année-là, j'ai pas eu peur du tout. Comme Claude François. J'arrête. C'est laquelle? Je la connais pas, celle-là. Je vais pas la chanter au micro, mais c'est cette année-là. Bref, mais non, j'ai pas eu peur durant toute l'année de préparation parce que j'étais bien encadrée avec la prépa qui te rassure quand même. J'étais hyper encadrée avec mes amis qui croyaient en mon projet. Mon projet s'est dessiné au fur et à mesure de cette année-là parce que, du coup, j'ai Claude François. Et je suis navré. Parce que c'est mes amis, encore une fois, c'est même pas moi qui sais ce que je veux faire, c'est mes amis qui me disent « Mais Camille, ton super pouvoir, c'est la musique. T'as ça dans le sang, tu vis que pour ça, c'est ton truc. » mais je veux manger aussi, t'as dit. C'est ça. Et du coup, ben voilà, j'ai petit à petit dessiné ce projet tourné vers la musique. Et quoi de mieux qu'une école de commerce qui est hyper généraliste et qui, quand même, je retombe sur mes pattes malgré tout. Et puis l'avantage, c'est que c'est un concours, donc il n'y a pas de dossier. Je peux pas être refusée, en fait. Au pire, j'ai une école moins bonne, mais je peux pas être refusée. Ce concours, pour y revenir, comment on s'y prépare? Donc toi, tu as fait une prépa. Exactement. Qu'est-ce qu'on y voit? Quelles sont les matières? Comment se déroule le concours? Etc. Et donc pendant environ, je pense que les gens ils mettent 4-5 mois. Je pense, moi j'ai mis 1 an parce que je travaillais, parce que je voulais prendre le temps. En 4-5 mois, t'as un énorme bouquin avec environ 10 épreuves dedans, de préparation, de mathématiques, de calcul, mais pas les calculs de lycée et de prépa, de fac. C'est les calculs que tu avais quand tu étais en CM1, CM2. Ah oui? Oui. C'est les pires trucs au monde. Parce que tu te souviens, faut Pythagore et tout, Thalès. Faut tout revoir. Mais ça, c'est en 6e, non? Peut-être. En CM1, il y avait des divisions. Faut faire les divisions à la main aussi. Oh là. J'ai tout réapprendre. Et t'as aussi des épreuves de logique avec des mots cachés dans des nuages de mots. Enfin, il faut être hyper rapide. C'est un test de rapidité, en fait, à chaque fois. Voilà, exactement. Test de rapidité, de logique. En un temps imparti, t'as 1 heure pour faire 10 épreuves.
toutes les 10 minutes, pouf, ting, le truc il sonne et tu changes de page. Et si t'as pas fini, tu poses ton stylo et tu continues. Enfin, tu passes à l'étape suivante. T'avais de la culture générale un peu ? Ouais, vite fait. Très vite fait. C'était plus corriger les fautes d'orthographe dans les textes. T'avais des textes et puis il fallait quand même corriger un peu. Donc le plus rapidement possible là aussi. Exactement. Ou là t'avais du temps? Non, t'as à jamais chaque fois de temps. c'était ding ding. Ouais, t'as pas le temps. C'est le stress. Faut être hyper rapide, hyper concentré. Et c'est là où j'ai vécu un truc horrible. Je suis sortie de ce truc-là, j'en ai vomi tellement j'étais mal, quoi. Ah oui. J'avais une migraine. Mais en fait, comme une débile, ils disent un horaire et je suis arrivée 3 heures avant. Comme une idiote. Ouais, du coup, t'as eu le temps de stresser. T'as eu le temps d'être mal. Voilà, j'ai eu le temps d'être super mal. Donc, j'en ai vomi tellement j'avais une migraine de fou. J'ai eu un score très moyen. Vomi et pas réussi. Ce sera le titre. Non. Donc voilà, j'ai pas eu un score de fou. Je me souviens même plus combien j'ai eu. J'ai peut-être eu 400. Je crois que ça varie. Ça va jusqu'à 900, il me semble. Mm-hmm. Mais tu peux pas avoir moins de 100. Hein, toi, à ce moment-là, t'étais déçue? Ouais, j'étais un peu déçue parce que j'avais beaucoup bossé quand même. J'avais pris la prépa et tout. Mais ça fait pas tout le Taj Mahal. T'as quand même les oraux derrière. Quand tu passes, d'accord. Bah oui, il y a quand même des oraux. Il y a un minimum de points à avoir. Donc, une fois que t'as passé ton Taj Mahal, tu le mets dans ton dossier de candidature. Tu mets une lettre de motivation, tu mets ton CV, etc. Puis après, t'es sélectionné et après, t'as les oraux. D'accord. Donc, j'ai eu Marseille, j'ai eu Grenoble, j'ai pas eu Lyon. Et j'ai pas eu HEC. Bon, c'était pas trop étonnant, hein, vu mon niveau, je suis pas non plus une machine de guerre. Et donc voilà, j'ai passé les concours, les oraux. Ça s'est bien passé. Ouais. Mais pareil, j'étais très très stressée, quoi, parce que je savais que c'était ma dernière chance. Si je loupais ces concours, là, c'était... on retourne à la case départ, mais quelle case, quoi. C'est-à-dire que je postule pour un job en agence de com, un truc qui me plaît pas forcément. Ouais, qui te passionne pas, quoi. Exactement. Ok. Donc, à ce moment-là, c'est marrant parce que t'as Grenoble, mais tu pars quand même à Toulouse. Oui, parce que Grenoble... T'en peux plus. Plus trop, voilà, exactement. Ouais, ok. Ouais, j'avais envie d'être moi-même, de me redécouvrir, de plus être dans un cercle forcément de personnes. Ils étaient pas méchants et ils sont toujours pas méchants, c'est de mes amis, mais d'être dans ma zone de confort, en fait. De sortir de cette zone de confort et de se mettre un bon coup de pied, quoi. Pourtant, t'as quand même sorti pas mal de ta zone de confort avec plein de licences différentes. Ouais, mais testé justement, tu te complais là-dedans, tu vois ce que je veux dire ? Quand tu te complais dans un état d'esprit un peu de « allez, on met la même chose et on met la même énergie, les mêmes trucs », non, là, il faut couper, quoi. Tu dirais que t'es quelqu'un qui se lasse assez facilement ? Alors maintenant que tu le dis, je me lasse des fringues, ouais, que j'achète. Ok. Après, je me lasse pas des gens, jamais. Ni du travail. Quand je suis passionnée, toujours, en fait. Oui, c'est ça. Et puis du travail, tu vois, là, je suis passionnée et je me lasserai jamais, je pense. Ou si je me lasse, c'est à 80 ans que j'ai plus de mémoire et je peux plus parler. Bon, d'ici là, il y a un peu de temps. Donc après, tu pars à la Toulouse Business School. Est-ce que c'est ça ? Education. Yes, en 2019. Donc, c'est une grande école. Ça a été quoi ta réflexion quand t'es arrivé là ? T'es arrivé à Toulouse, donc nouvelle ville, nouvelle personne, nouvelle vie, on peut le dire. Ouais. J'étais contente. Mon meilleur ami m'a suivie. Ah, trop bien. On a vécu en colocation ensemble, donc c'était un soutien, c'était un nouveau projet, on se soutenait, donc c'était intéressant. Voilà. Après, le problème principal, là, c'est que j'ai un sacré écart d'âge. Et pourtant, tu rentres en master, tu rentres pas en licence. Ouais, mais j'ai quand même 25, 26. Et là, ça pique. Ouais. À 26 ans, eux, ils ont 20 ans. Bah là, franchement, il y a Tu sens la diff. Bah oui, parce que moi, toutes mes années école de co, enfin, pas les années école de co, mais les années où tu sors en boîte, tu bois du vin dégueu... et tu sautes, bah ouais, je l'ai fait, quoi. Donc, les démons de minuit, c'est fini. C'est fini. Donc, la fumée, tu sais, la fumée de boîte de nuit, tout ça, ouais, c'était super dur. Tu es devenue une petite mamie, quoi. Bah ouais, mais ça m'a bien arrangé parce qu'il y a eu le Covid. Donc, du coup, ça m'a... Et ça a été quand même dur parce que du coup, j'étais assez isolée à Toulouse. Hein. C'est une ville qui est loin de tout. Loin de Paris, loin de Lyon, donc... ça
pas été mais facile. comment ça s'est passé du coup ça a a eu quoi été- comme impact le Covid sur toi? Bah, ça a été compliqué parce que à ce moment-là, du coup, là, j'ai dû chercher des stages parce que en master, j'ai choisi de faire une année de césure pour pouvoir faire des stages, pour me professionnaliser, tu vois. Parce que les expériences, c'est hyper important. L'alternance aurait dû être mon choix numéro 1, mais en allant en école de commerce, il n'y avait pas cette option de première année en alternance. Enfin, du moins, j'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, le mieux, c'est les stages. J'ai fait cette année de césure avec 2 stages. Et j'ai rattaqué à Paris après pour la dernière année en alternance. C'est une formation qui s'est faite en 3 ans. Les gens qui allaient dans cette école, ils avaient fait quoi avant? Alors, il y en a beaucoup qui étaient pas dans mon cas. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui avaient fait le chemin prépa, puis avaient continué jusqu'en master. Donc, ils ont fait leur L1, L2, L3, quoi. Un bachelor? Oui, voilà, un truc comme ça. Non, parce qu'en fait, je crois qu'avec la prépa, tu fais 2 ans et t'arrives du coup en L3 de TBS pour après avoir un master. Donc, la plupart des gens étaient en L3 l'année d'avant moi. Ils se connaissaient déjà tous. Et il y a je dirais, 30% sur les 100% qui venaient comme moi de différents milieux, de différents domaines. Ok, donc t'étais pas toute seule quand même. Non, j'étais pas toute seule. J'étais pas toute seule. Ça va. Puis il y avait le meilleur pote qui me soutenait, tout à fait. Ouais. Et du coup, le Covid, ça a eu un impact comment sur ta scolarité là-dessus? Ça a été l'hécatombe, je pense que pour beaucoup de personnes. Donc nous, ça arrivait en fin d'année, je crois, vers au milieu du semestre, numéro 2. Donc là, j'avais repris les cours. C'était affreux parce que du coup, les cours étaient en distanciel. Mais non, j'ai fini les cours et après, je suis partie en fait, la césure était à mi-parcours de l'année. Donc janvier. Voilà, tout à fait. Et c'est en février que le Covid il est arrivé. Ok. Est-ce que à ce moment-là, quand le Covid est arrivé et tout, tu t'es dit mais est-ce que je vais m'en sortir un jour de ces études? J'ai eu peur et j'ai paniqué très très fort quand il fallait trouver le 2e stage que l'école ne t'aide pas forcément parce qu'ils doivent aider tous les élèves qui connaissent pas forcément le milieu dans lequel t'es. Ça a été très compliqué, oui. Ok, on en parlera un peu plus tard, mais finalement, t'as retrouvé. Pour un peu conclure sur le TBS, la formation. Qu'est-ce qu'on y fait dedans, exactement? Eh bien, c'est un mix de tout ce que j'avais fait. Donc, finalement, c'était un rappel un petit peu donc, de la com. T'as des langues quand même, du management, du marketing. Ça, c'était un peu de la nouveauté, mais finalement, c'est aussi un peu de la réflexion logique, créativité, comment bien partager le boulot avec un groupe, comment trouver les forces dans un groupe, apprendre à vivre en entreprise tout simplement. Je trouve que ça, c'était pas mal. Mais voilà, principalement des matières assez basiques de marketing, de gestion. Des trucs que tu avais déjà vus ou pas? Ouais. À la fac, j'avais des bons cours quand même de gestion. Tu t'es pas trop ennuyé du coup? C'est assez répétitif, donc oui, c'est un petit peu ennuyant. Mais tu trouves d'autres choses à faire. Il y a quand même des places pour l'associatif. Donc ça, on avait quand même... j'étais chargée de partenariat, donc c'est assez drôle. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, c'est marrant. J'étais au partenariat de TBS, de l'association. C'est ça qui m'a attirée notamment à TBS. C'était une association sur le Trophée des Arts. Et c'était un concours inter-école de commerce, d'art, tout simplement. Donc, c'est vrai que ça, j'avais plutôt apprécié de faire en sorte que cet événement se fasse. Bon, il n'avait pas été fait à cause du Covid, mais ça avait l'air sympa. Donc, le somme. Ouais. Mais le milieu associatif, j'ai l'impression que ça a quand même été important pour toi, parce que tu en parlais déjà pour les universités. Alors que généralement, les gens que j'interroge, tu vois, ils disent, en fait, le milieu associatif dans l'université, c'est pas fou. Parce qu'on n'a pas forcément le temps, tu vois, par exemple en licence, quand c'est qu'1 an, on n'a pas le temps de se faire des potes ou de mettre en place un BDE parce que c'est trop tard, les gens sont déjà partis. Voilà. C'est très individualiste, la fac. La fac, il y a beaucoup de gens qui abandonnent vite, donc il faut rester accroché. Mais du coup, fac ou école? Le mix. Je dirais, j'ai même pas fait, mais pour moi, c'est IUT et l'autre école de commerce public qui s'appelle l'IAE. Ça, c'est parfait. C'est à la croisée
de la fac et de l'école de commerce. Mais le simple problème, c'est que c'est assez élitiste, quoi, finalement. Malheureusement. Il y a un moment, tu t'es spécialisé parce que quand t'es rentré dans cette école, tu t'es dit, OK, let's go, ça part sur de la musique. C'était ça le plan ? Un peu, ouais. OK. Est-ce qu'il y a un moment dans l'école où on te propose une spécialisation en mode vous serez communicante dans la musique ou pas du tout ? Pas du tout, parce que c'est au niveau de la 2e année, mais il n'y a pas de spécialité musique. Sinon, c'est une école consacrée à la communication dans l'industrie musicale. Non, là, c'était un peu global. Et tu as la possibilité de faire un Master 2, par contre, industrie créative. Et ça, c'est pas mal. Et donc ça, tu l'as fait ? Je l'ai pas fait, non, parce que j'ai fait l'alternance, moi. J'ai choisi l'alternance, qui est quand même assez compliquée dans le monde de la culture. Hein. Les alternances, faut être accroché, et c'est pour ça que l'année de césure, elle est utile. L'année de césure en stage permet d'avoir vraiment des solides expériences. Mais alors ça, j'ai pas totalement compris. C'est-à-dire que l'année de césure, tu te fais genre 6 mois en école, donc de septembre à janvier. C'est ça, de janvier jusqu'à quand t'es en stage ? Pendant 1 an, de janvier à janvier, stage. Et après, tu renchaînes sur des cours. Tu renchaînes sur des cours. Arrivé septembre, tu reprends une alternance. Exactement. Ok. Bon, comme ça, j'ai fait un petit résumé, mais comme ça, je me suis C'est hyper mal fait. D'accord, je savais pas du tout. Mais en vrai, c'est pas mal. Ça te coupe pas mal, ouais. Ça fait des coupures et ça te permet d'avoir vraiment 1 an complet de stage. Ouais, ça, c'est cool. Et c'est un choix, hein. Ouais. C'est un choix. Il y a des gens qui ne font pas d'année de césure. Hein. Mais ça veut dire que tu as décidé de recaler encore plus ton âge comparé aux autres gens arrivés en alternance. Ouais, mais quand tu réfléchis, ça m'a tellement apporté. Ça m'a apporté une expérience dans la musique non négligeable pour postuler après en alternance. Pour moi, c'était nécessaire. Vu mon âge, justement, il fallait que j'ai des expériences dans la musique, dans une entreprise, et avoir un rôle, un minimum, quoi. Mais donc, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ton alternance, elle était sur Paris. Tu revenais à Toulouse pour faire tes cours ? Non, ils ont une antenne à Paris. Ah. Ils ont des locaux à Paris. D'accord. Qui sont très bien et il y a pas mal d'élèves qui le font. Hein, cette alternance à Paris. Comment tu prends le plus de plaisir dans ce que tu fais ? Qu'est-ce qui t'a accroché ? Aujourd'hui ou à l'école ? À l'école et maintenant aujourd'hui. Parce que j'imagine que si t'as pas repris tes études, c'est que ça te plaît. Alors l'école, j'avoue que je pense que tu commences à connaître un peu le profil. J'ai pas été très investie. Je faisais un peu les choses à moitié ou au dernier moment, à la dernière minute. Voilà, je suis quelqu'un de la dernière minute à l'école. Pour bien stresser. Voilà, c'est ça. Mais pour aussi me dire, voilà, pour moi, le plus important, c'était FIP. C'était mon alternance, c'était l'entreprise. Parce que c'est mon investissement à long terme, tout simplement. C'est pas une stratégie forcément bonne, mais ça a été ma stratégie. Écoute, et pour l'instant, ça marche bien. Donc, après, peut-être qu'un investissement moindre aurait été plus intelligent. Moi, j'ai tendance à beaucoup m'investir dès que je suis passionnée. Et ça a peut-être été un peu le défaut, c'est que je me suis énormément investie. D'accord. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça que j'ai du plaisir, pour répondre à ta question. C'est que c'est mon investissement. Pour que les choses soient vraiment... pas améliorée, mais que l'entreprise soit encore que tu aies un impact dessus. Ouais, et que je sais pas, que l'entreprise, grâce à toute l'énergie de toute l'équipe, on a une synergie, tu vois, une synergie de force comme ça, boum boum. Je sais pas, j'arrive vraiment à sentir les choses comme ça et j'adore m'investir, voilà, oui. Ça peut être dur comme question, mais c'est quoi le profil type de l'étudiant dans ce que tu as fait ? Eh ben, pas moi, quoi. Malheureusement. Vous voyez le contraire ? Soyez le contraire. Non, c'est faux. C'est faux. Je pense que, en fait, moi, l'école, ça a été un passeport pour arriver à FIP. Je l'ai toujours vu comme un passeport. Par contre, il y a des gens qui le voient vraiment comme une formation qui peuvent les aider et qui les forment. Donc, je dirais que le profil, c'est quand même quelqu'un qui est autonome, débrouillard et qui a le sens de la tchatch un peu, quand même. Ouais. T'as trouvé que c'était une bonne formation ou t'as juste trouvé que c'était un bon passeport ? Un bon passeport. Ok. On n'en dira pas plus. Voilà. C'est les écoles de commerce. Je pense que je m'attendais à peut-être un peu plus de suivi de l'élève. T'es un peu lâché dans la nature, mais c'est bien, t'es autonome. Donc,
Puis toi, Voilà. tu avais assez de maturité maintenant Oui. pour savoir ce que tu voulais. Oui, voilà. Puis la plupart des gens qui sont là-bas savent un peu où ils vont. Ils sont quand même accompagnés par leur entreprise. Ils ont quand même une maturité. Ils ont... Non, les gens qui y sont fil droit. Hein. C'est des gens qui sont quand même investis, qui n'ont pas peur de faire beaucoup de travail, d'horaire, qui n'ont pas peur de vivre à Paris. Donc voilà. Ok. Comment tu peux conseiller les gens sur leur recherche de formation? Est-ce que tu as des petits tips, peut-être? Bah, c'est beaucoup se parler à soi-même, en fait. Enfin, faut être honnête avec soi-même. Et se renseigner un maximum sur les métiers. Pour te donner un exemple, le métier de programmatrice, là, je suis allée à la pêche aux infos. Faut aller à la pêche aux infos par soi-même. Parce que t'auras que ton avis qui sera le bon, en fait. C'est pas tes parents ou... Bon, c'est le cliché de dire que c'est les parents, mais même les amis... Bon, moi, je me suis fait influencer par mes amis, mais parce que je me suis parlé à moi-même à un moment donné, mais c'est vrai, quoi. Écoute-les, parce que toi, tu t'es dans ton truc, tu veux rien entendre, t'es persuadé d'avoir ton année de droit ou ton année de machin. Non, bah en fait, ça marche pas, et peut-être que t'as autre chose. Interroge-toi sans cesse, en fait. Alors, on a fait le tour en termes de formation, mais maintenant, il est l'heure d'aller choper de l'expérience en championnat. Il est temps de remplir son CV. Bien, il est temps de se mettre au travail. Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. Le conseil d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui cherchait du travail dans l'horticulture. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Moi, je croyais qu'un open space, c'était dans l'espace. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Et oui, ça nous est tous arrivé de chercher un job étudiant ou un stage en 3e et de devoir mettre quelque chose dans ce foutu CV, sauf qu'on n'a rien fait, à part 4e sur 5 au concours de pétanque à ton camping de la Fosse-sur-Mer. Alors on est là pour savoir comment toi, tu as rempli ton CV. Et peut-être, pour attaquer rapidement sur les années précédentes de la grande école, toi, tu as fait plein de trucs, on en a parlé, avant de trouver ta voie dans la musique. Tu as été vendeuse, assistante promotion, conseillère mutualiste. Tu as même été dans le parti Écologie Les Verts. Qu'est-ce que c'est que tout ça et pourquoi tu l'as enlevé sur ton CV? Effectivement, je devrais peut-être rajouter la vente, le côté commercial. C'est hyper important, je pense, ça fait partie de moi. J'ai fait ça pendant 10 ans. Donc j'ai plutôt une bonne expérience. J'ai fait beaucoup de boutiques les étés et même le reste de l'année. J'ai toujours travaillé, comme je te disais. Ça. Comment t'as fait d'ailleurs pour trouver ton premier taf? Eh ben H&M ne prend sans expérience. Ok. Donc c'était le premier job sans expérience. Et ben ça a été le pire. Hein, mais est-ce que t'as compris pourquoi du coup? Ouais, voilà, parce que vraiment t'es un esclave des temps modernes. Mais alors c'est hyper formateur. Ça m'a apporté tout ce que j'ai aujourd'hui dans l'entreprise et comment gérer les relations entre les gens, comment je dois réagir aux conflits, etc. C'est mes jobs études. Tout ça, c'est ouais. ça. Complètement. Ok. Tu peux expliquer une expérience ou... Ouais, par exemple, les conflits. Les conflits, moi j'avais tendance à croire que tout le monde était beau, il était gentil, qu'on me voulait du bien. Mais en fait, non. Donc il suffit d'une fois où tu répètes à un collègue, je sais plus, une connerie. Il y a beaucoup de quiproquos, hein, les collègues, les réactions sont parfois différentes, disproportionnées, en fonction de la fatigue des uns et des autres. Et donc, je sais pas, j'étais un peu mal lunée, j'ai un peu mal répondu à une collègue, mais c'était pas méchant, j'ai pas voulu répondre méchamment. Elle l'a pris très très mal. Et ça s'est retombé sur moi. Et à l'avenir, tu vois, maintenant, dans l'entreprise, ou dès que je suis avec des clients, ou je suis en confrontation avec des personnes, je parle plus du tout de la même manière, je vais me contrôler, je vais plus parler aussi, je vais savoir à qui parler, voilà, c'est ça, en fait. Savoir à qui parler. À qui parler, tout à fait. Donc tout ça, ça t'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Et c'est qu'à partir de 2020 que tu commences à travailler dans la musique, on va dire, dans la boîte de production. Comment t'as su que c'était le bon moment et que bah, ça y est, c'était ta voix et let's go? Eh ben, en fait, avant d'arriver à Toulouse, je m'étais renseignée sur l'entreprise qu'il y avait. Ah, ok. Avant toute chose, c'est ça que j'ai fait. Je me suis renseignée sur qui était le producteur de concerts majeur dans la région toulousaine. Ok. Et j'ai commencé à regarder leur site, à m'intéresser, quoi. Je me suis dit, tiens, ça matche bien. Je suis dans la même couleur musicale, c'est des artistes qui me plaisent, ça a l'air bien propre, ça a l'air sérieux, c'est professionnel. Ça me parle, quoi, en fait. Donc, je me suis dit, bah, c'est là que je ferai mon stage. T'as dit, c'est là. Et je me suis dit, dans ma tête... Tu leur donnes pas le choix. Exactement. Okay. Sauf que l'offre est arrivée et j'ai passé un entretien et j'ai pas été prise. C'était où? Bleu Citron.
Ah, t'as pas été prise? Au début. Au début. Oh Au là début. là, elle nous fait des petits suspens comme ça. Au début, j'ai eu effectivement beaucoup de chance parce que c'est la personne qui devait être au poste qui n'a pas pu y aller à cause d'un problème de contretemps. Donc j'ai pris la place, j'étais la seconde. Mais encore une fois, c'était le manque d'expérience dans la musique qui pêchait, tu vois. Donc bon, c'est pour ça que l'associatif, finalement, dans un milieu qui n'intéresse la personne, de base, ça sert toujours. Ou un blog, ou que sais-je, ça peut toujours avoir un effet. Ok. Donc là-dedans, tu étais assistante de communication. Mm-hmm. Est-ce que tu veux expliquer, c'était quoi tes journées? Qu'est-ce que tu y as fait? T'es resté 6 mois, c'est ça? Non. 6 mois, mais avec donc 4 mois de Covid. Donc j'ai fait les 2 premiers mois super, vraiment des missions diverses et variées, parce que plus une entreprise est petite, plus tes missions sont grandes. Ça, c'est la vérité pure et dure. Donc, je devais à la fois m'occuper de l'affichage de tous les concerts, donc le dispatch. Il y avait un gars qui venait une fois par semaine dans le local. Okay. Et puis nous, on avait toutes les affiches imprimées. Donc, je devais lui dire, ça, vous prenez tel rouleau pour telle partie de la ville. Tu fais le dispatch de la ville. Non, mais c'était un donc, truc tu énorme. affichais dans tout Toulouse. Voilà, mais c'est l'entreprise qui faisait pour nous. Hein. Moi, je n'allais pas avec ma petite colle et mon petit truc. Donc, il y avait cette mission-là. Il y avait cette mission-là. Il y avait de la mission de réseaux sociaux aussi, de maintenance de site internet, de billetterie aussi. Dès qu'un concert était en place et disponible en billetterie, il fallait le mettre sur le site. De l'accueil du public, parce que j'étais la première, quand tu ouvres la porte, je me tapais d'ailleurs tout le courant d'air, mais quand tu ouvres la porte, j'étais la première personne qui était là. C'était quel genre de musique, tu peux dire un peu? C'était hyper large, hein. C'était tout. Okay. C'était très éclectique, mais c'était plutôt chansons françaises. En fait, toutes les tournées, les grosses tournées des Zéniths et tout, ils s'en occupaient. Des genre, je name aussi. un groupe. De quoi? Pardon. Je dis un nom, genre Calogero, c'était où? Voilà. Okay. Ouais, tout à fait. C'est ça. Texas, Genesis, il y avait quoi d'autre? Zazie, par exemple. On s'occupait la bonne chanson française, quoi. Ça va. Non, mais la bonne, je veux dire, la bonne... chanson française, quoi, elle est là. Quand même Slimane et tous ces trucs. Mais bon, bref, voilà. Il y a des spectacles d'humour aussi. Ça a été une super expérience parce que ça s'est super bien passé. Et bon, le Covid, ça a été horrible. Parce que du coup, on n'a jamais eu ça. Donc, il fallait faire de la gestion de crise. Ah oui, donc ça, t'as dû apprendre pas mal de trucs. J'ai appris, mais alors, fallait être présent, quoi. Et j'ai dû faire tous les visuels de report de concert. Et je sais pas si tu te souviens, mais au début, c'était reporté à 1 mois ou 2 mois parce qu'ils n'avaient pas la visibilité, ils savaient pas si le Covid ça allait passer, donc ils reportaient 1 mois après. Sauf qu'on s'est rendu compte que le Covid ça allait durer beaucoup plus longtemps, donc ça a été reporté à 1 an après. Et puis après, en fait, en fonction des assurances et des tournées, t'as beaucoup d'assureurs qui abandonnent les artistes, qui disent non, mais non, on peut pas, on préfère vous rembourser plutôt que de renchérir sur une autre tournée et de remettre de l'argent. Donc on arrête. Donc les reports encore ou annulations même, à l'enfer. Ok, donc ça, t'as dû gérer ça toute seule pratiquement. Quasiment toute seule, ouais. Alors que t'étais stagiaire. Alors que j'étais stagiaire, ouais. Okay. Ça a été hyper formateur. Donc c'est là où il y a eu masse de travail, quoi. Ouais, derrière un ordi, chez moi, dur. Elle vous a tous remboursé, rendez-vous compte. Est-ce que l'école elle t'a aidé à trouver ce genre de prod? Non, pas du tout. Pas du tout. L'école a pas aidé, à pas envoyer des offres et tout? Non. Ok. Non, sincèrement, comme je te disais, moi j'avais regardé un peu en amont quand même les entreprises qui m'intéressaient. Hein. Ok. À la fin de ce stage, tu continues en tant qu'assistante chef de projet marketing chez Vagram. Donc c'est une maison de disques. Un label, ouais, tout à fait. Et t'as un label précis, je me rappelle plus le nom. 3e bureau. 3e bureau. Donc ça, c'était encore en stage ou c'était en alternance? C'est un stage. En stage. 6 mois. En stage de 6 mois. Tout à fait. Donc il y a eu encore un peu de Covid, mais quand même j'ai pu profiter de Paris. J'ai pu profiter un petit peu de concerts et j'ai pu aider, surtout accompagner l'équipe de management d'artistes à conseiller les artistes, à faire de la direction artistique. Trop bien. T'as des name drops à mettre là? Suzanne. Ok. L'artiste française, je kiffe pas trop, mais Mathieu Chédid, M, Orelsan, Ayo, Fatoumata Diawara. Ok. Que dire d'autre? Donc t'as conseillé Orelsan?
Oui, enfin, de loin, mais oui. De loin. C'est très bien ce que vous faites. Bravo. Ouais, mais tu devais calculer un peu quelles émissions étaient bonnes pour la promo d'artistes, quels photographes utiliser pour les clips. C'était super intéressant. Trop bien. Ouais, donc en fait, tu avais une espèce de veille musicale, veille artistique sur tout ce qui pouvait être fait. Oui, un petit peu, mais moi, c'était pas mes missions. Hein. Je les voyais de loin. Mes c'était missions, quoi tes missions, toi ? Plutôt bon de commande, émission de bon de commande, facture, règlement de facture, paiement des cachets aussi des artistes. Ouais, ce qui est un peu moins sexy, mais il faut le faire. C'est moins sexiste, faut le faire, mais bon, j'étais là aussi, j'ai fait le taf. Tu devais envoyer les coursiers pour aller chercher les tote bags qui étaient imprimés pour tel artiste. Bon, voilà. Voilà, fallait le faire. Fallait le faire, et puis t'avais quand même des réunions super sympas. Donc, puis l'équipe était vraiment géniale, ça a été un de mes meilleurs souvenirs aussi. J'ai eu vraiment beaucoup de chance dans mes stages de tomber sur des équipes bienveillantes. C'est pas l'usine, tu vois, c'est... Ok. T'as le temps, on te presse pas, c'est pas un stress. Bon, il y a un stress, mais c'est toi qui te le fous tout seul, en fait. C'est pas l'autre qui va être insupportable, ton boss ou quoi, qui va te dire hey, tu me faut le truc demain sur mon bureau. Bon, il faut un peu, mais t'as une liberté quand même qui est chouette. Ok. Et donc, à la fin de ce stage, tu passes quand même l'été au festival Arpège et Trémolo. Oui, parce que Bleu Citron me rappelle. D'accord, trop bien. Donc ça s'est vraiment bien passé. Tout à fait. Il me rappelle et je suis attachée de presse pour le festival. Est-ce que tu veux expliquer en quoi ça consiste, le métier d'attaché de presse ? Ouais, tu t'occupes de la relation entre journaliste et artiste. Ok. Donc tu prépares les interviews. Oui, tu diriges le journaliste. Tu lui fais signer des décharges comme quoi il n'a pas le droit de prendre trop de photos à telle heure, à tel endroit, machin. Donc tu t'occupes vraiment du journaliste, tu lui donnes son accréditation pour les festivals, pour le concert, l'entrée, etc. Tu gères les listes d'invitation aussi à l'entrée. Qu'est-ce que tu gères d'autre ? Un peu de promo quand même. Oui, t'encadres les journalistes pour les interviews, la presse, la télé. Et tu fais en sorte qu'on parle du festival, quoi. Donc, tu vas à la rencontre des uns et des autres. Tu passes des coups de fil pour savoir si ça les intéresse d'interviewer Alain Souchon parce qu'il vient exceptionnellement ici. Ok. Donc ça a été pendant juste le festival ? Ouais, un peu en amont parce qu'il fallait quand même prévoir. Et il y avait plusieurs lieux. Okay. Donc, tu sais, festival in, off, c'était un peu le délire. Donc, je m'occupais pas mal du off, en fait, finalement, des petits artistes émergents, okay. Tout ça. Mais j'ai géré un plateau de radio. C'est trop bien. Ouais, c'était super. Et ça, sans savoir le faire, en fait. Sans savoir le faire, ouais. Comment t'as fait ? C'est la débrouille. C'est le système D. Il y a besoin d'une table, on va la chercher, on revient tout de suite, on prend un Uber, c'est de la prod un peu aussi, hein. Il y a un peu de prod. Ouais, c'est vrai. Il faut faire en sorte qu'en fait les artistes et les journalistes soient à l'aise et font leur boulot, font bien le boulot et que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas un loupé, que l'artiste il attend pas, il poireaute pas, que le journaliste il poireaute pas trop non plus, qu'il puisse faire un minimum de photos. Moi je fais en sorte que le festival soit visible. Est-ce que tu as fait un maximum de réseau ? Est-ce que tu as réseauté, comme on dit ? Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui sont pas dans le... Enfin, des fois, on te force dans certaines écoles à réseauter, c'est-à-dire à te faire des contacts, à forcer, entre guillemets, le contact et dire, vas-y, il me faut absolument le contact de telle ou telle personne parce que c'est quelqu'un d'influent. Est-ce que toi, tu fais partie de ces gens-là qui réussissent quand même à avoir un assez bon contact pour après le garder pour ses futurs projets professionnels ? Et pour te dire oui, je pense que je suis à l'aise avec ça. Ça me pose pas de problème d'aller vers les gens et de leur demander, maintenant en plus avec Insta, avec tel truc, tel projet, le fait de travailler encore dans une radio, c'est assez visible. Les gens te croient, ils sont assez intéressés, faut catcher les gens en fait, faut les attirer. C'est assez brillant ça. Hein. Je sais pas comment on peut le dire, mais travailler dans une radio, peu importe, quand tu dis radio machin, forcément ça pète un peu, tu vois. Ouais, un petit peu, c'est ça. Faut avoir confiance en soi et à l'époque, moi, je travaillais que pour le festival et j'arrivais à quand même, expliquer qui j'étais, à être sympathique, tout en étant sincère, pas non plus faux cul. Et essayer de faire en sorte que les gens soient à l'aise, en fait. C'était un peu ce métier qui m'intéresse, ce métier d'attaché de presse, de communication. Finalement, c'est ça. C'est faire en sorte que les gens soient à l'aise et que tu représentes l'entreprise et qu'ils soient à l'aise avec l'entreprise, finalement. Que quand ils pensent à l'entreprise, ils pensent
pas à toi directement, mais tiens, j'ai été bien accueillie, là ça s'est bien passé, elle s'est intéressée à mon projet. Donc pour te dire, il y a une artiste avec qui je m'étais très bien entendue, pas du tout connue à cette époque, et là elle commence à monter, elle vient de signer dans un label, et je l'ai félicitée sur les réseaux sociaux. Voilà, ça permet de garder un contact et de retomber sur elle peut-être un jour, et de je sais pas, de partager un truc. Au cas où. Au cas où. Mais c'est pas calculé, c'est sincère. D'accord. Après, quand c'est calculé, oui, ça arrive. C'est qu'on n'a pas le choix. Quand on recherche vraiment un job, on n'a pas trop le choix. Ok. Est-ce que tu dirais que la confiance en soi, ça se travaille, ou est-ce que c'est inné pour toi ? Ah, ça se travaille. Inné, sans dire genre je me la pète, mais Ça se travaille, et je pense même que la confiance se distingue. C'est-à-dire qu'il y a une confiance personnelle dans la vie privée et une confiance professionnelle dans la vie publique. Alors toi, tu la travailles comment ? Moi, j'étais plus à l'aise avec la confiance professionnelle et publique. Moi, la confiance personnelle, très peu pour moi, mais je suis beaucoup plus confiante dans mon profil professionnel. Je sais pas, j'arrive plus à être quelqu'un, entre guillemets, quand j'ai cette posture professionnelle. Ok. Comment ça se fait d'ailleurs que tu as plus confiance dans ton profil professionnel qu'en toi ? Parce que j'ai tellement galéré. Ouais. Donc il y a un peu cette rage, tu vois. Il y a un peu cette rage au ventre. Ouais, je pense. T'es mort de faim, en fait. Ouais, j'ai envie, quoi. J'avais envie de... C'est pas être quelqu'un, mais j'avais envie qu'on se dise, voilà, quand on pense à qui est cette personne, elle travaille dans la musique, elle aime ce qu'elle fait. Et, je sais pas, j'avais envie. Puis moi, je me voyais pas derrière un bureau, c'est tout. Ouais. Là, je fais des concerts, je vibre, en fait. La musique, ça me fait vibrer, tout simplement. Des fois, ça s'explique pas, faut juste s'écouter et voilà. Et des fois, on entend, tu vois, le milieu musical, c'est un peu un panier de crabes, une mauvaise ambiance, tu vois, qu'il peut y avoir. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ? Bon, visiblement non, ça t'a pas dégoûté. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là. Mais comment toi, comment tu le ressens, toi ? Je pense que, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, c'est que tous mes jobs étudiants m'ont servi à me comporter de manière plus distante avec le monde professionnel que je ne l'ai pu avoir avant, tu vois, comme je réagis beaucoup mieux, donc il y a cette distance, mais malgré tout je suis quand même très sensible, donc dès que j'ai une remarque négative, je vais en faire tout un monde. Moi j'ai besoin qu'un peu les gens m'aiment, donc voilà, s'il y a quelqu'un qui me fait la tronche parce que il y a eu un mot de travers ou quoi, tu vas pas comprendre. Je vais pas le comprendre, je vais me faire une montagne. Mais bon, après on se dit on est tous au travail, on est tous logés à la même enseigne, et puis ça va bien se passer, et puis ça se passe bien. Mais non, je dirais qu'il y a beaucoup d'ego dans ce milieu, ouais. Faut avoir son ego quand même. Donc t'as en vrai une grosse confiance en toi professionnelle. Donc l'ego qui va avec. Un peu, ouais. Ouais. Et par contre, un tout petit ego personnel. C'est ça. Tu différencies les deux. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Est-ce que dans le personnel, tu te dis pas... tu rapproches pas le professionnel, genre en mode « j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça ». Normalement, ça devrait aller. J'aimerais bien. Ok. C'est pas toujours facile. Toi, t'as réussi à travailler ta confiance professionnelle. Tu peux pas faire la même technique pour le personnel ? Ça peut aider, hein. Ça peut aider. C'est pour ça que je te dis qu'il faut peut-être moins s'investir professionnellement par moment. Et plus se concentrer sur soi. Sur soi et sur vraiment ses envies, prendre le temps vraiment de se reposer. Ça, pour l'info, j'ai fait un mini burn-out quand même à la fin du festival. Ok. Quand j'étais attachée de presse, parce que j'ai trop donné, en fait. J'ai trop donné d'énergie. Parce que juste avant le festival, j'avais bossé pour les écolos. C'est ça que tu as vu aussi dans le CV. C'est que j'avais bossé pour la campagne. Tu t'es plus arrêté, en fait. Ouais. Et mon corps, il a lâché, en fait. Ok. Il a dit stop. Il est tombé dans les pommes. Et puis, petit hôpital. Et puis, petit dodo, quoi. Comment t'es ressorti après de ça ? Parce que t'as enchaîné direct, en fait. J'ai enchaîné direct et... C'est pas tout de suite que tu t'es dit stop, quoi. Non, c'est pas tout de suite. C'est après l'alternance que t'as faite ? Même pas. Est-ce que tu t'es arrêté ? Non. Ok. J'arrête jamais. D'accord. Mais il y a un moment où il va peut-être falloir se reposer. Peut-être. Peut-être. Donc, après ce stage-là, tu pars à FIP, donc chez Radio France, en tant que chargé de partenariat. Qu'est-ce que c'est
que être chargé de partenariat dans une radio qui s'appelle FIP à Radio France? Alors, chargé de partenariat, de base, c'est chercher à faire en sorte qu'on parle de toi gratuitement, hors média. Donc, festival, concert, tout et n'importe quoi, tout événement. Il faut essayer d'être présent. Donc, il y a plein de collaborateurs et tu es en lien avec beaucoup de monde, beaucoup de partenaires. Donc, tu vas essayer de faire en sorte que FIP parle de ses partenariats. Et c'est un échange de bons procédés, en fait. Ok. C'est beaucoup de négociations et c'est ça, j'ai adoré. Le côté commercial, le côté... Ouais, négocier une visibilité, j'ai vraiment apprécié. Est-ce que tu as trouvé une différence, puisque c'est un service public, donc c'est public, comparé au privé que tu avais fait sur d'autres postes? Qu'est-ce que c'est travailler dans le public? Il y a quand même le paquebot derrière Radio France. Effectivement, la renommée Radio France, le gros paquebot, c'est vraiment un estampillage très fort. C'est estampillé Radio France. Dur à manœuvrer, mais c'est très fort, c'est très puissant, donc ça a une belle renommée, tu peux faire des vraiment belles choses. Et puis, il n'y a pas de limite, en fait. Je le ressens aujourd'hui dans la programmation, c'est que tu es libre, en fait. Tu es libre de prendre... T'as pas de charte, bon, t'as une charte quand même, mais tu peux pas prendre Henken ou que sais-je, c'est parce que c'est de l'alcool, mais t'as une possibilité infinie de pouvoir, en fait, de soutien à l'émergence musicale, de soutien aux artistes. Moi, c'est ce que j'ai trouvé ça de vraiment plus beau. L'aspect financier, on en parle, forcément, mais il n'est pas central, en fait. Nous, la mission de service public, c'est d'éduquer les gens, de les amener vers la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, tu les accompagnes au mieux, en fait. Ça, pour rien au monde, effectivement. Enfin, tu vois, j'avais passé un entretien pour Amazon, musique, tu le sens direct la diff. C'est pas le même. C'est pas la même chose. Quand tu as voulu rentrer dans cette alternance, qu'est-ce que tu as fait peser pour rentrer dedans? Eh ben, encore une fois, mes expériences passées dans la vente. Je sais que pour être chargé de partenariat, il faut être très organisé, il faut être très rapide, il faut être très efficace. Et j'avais toutes les armes. J'ai bossé pour les écologistes, ça a été un enfer. Fallait faire les interviews des candidats, fallait remplir toutes leurs fiches de vote, enfin tu sais, tous leurs bulletins de vote, fallait tout vérifier, tout retoucher sur Photoshop pour le premier tour, le deuxième tour. Mais il y a combien de cantons? Il y avait une 40aine de cantons, donc fois 40 cantons. Enfin, c'était un boulot monstre. Mais d'ailleurs, aller là-dedans, c'était par pure conviction politique ou c'était juste parce que tu voulais te faire la main sur une campagne n'importe laquelle, peut-être dans la limite du raisonnable, mais c'était vraiment savoir qu'est-ce que c'est de faire une campagne pendant 2 mois intense et après plus rien. Pour te répondre, c'est un ami qui avait besoin, qui était au parti écologiste. Okay. Et ils avaient des besoins, ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un. Moi, j'étais libre, j'avais une formation de communication, ça a matché, j'avais besoin d'argent. Ah oui, parce que t'étais payé quand même. Ah oui, j'étais bien payé. Chargé de campagne, tu es bien payé. Je n'étais pas du bénévolat. Ah, t'étais chargé de campagne? J'étais chargé de campagne. Ah ouais, t'es quelqu'un en fait. Un peu, ouais. Pour un burn-out, je suis pas sûre que ça vaut quelque chose. Ça vaut pas grand-chose. Mais pour retourner à FIP, du coup, comment ça s'est passé pour toi cette année? Merveilleuse. J'ai été hyper bien managée. Je souhaite à tout le monde de trouver un manager qui t'écoute, qui prend soin de toi, qui en même temps te challenge et qui te dit les choses quand ça va pas. Il y a eu des erreurs. C'est dans une année forcément qu'il y a des erreurs. Mais il y a eu un accompagnement des deux côtés, en fait, une réciprocité hyper riche, enrichissante. Toute l'équipe, je pense que j'étais un poisson dans l'eau, j'étais hyper à l'aise. J'étais moi-même, en fait. Et c'est la première fois que ça m'arrive dans une entreprise d'être moi-même. On s'interdit toujours un petit peu, on se dit, on va pas montrer tel trait de personnalité, tel trait d'humour. Moi, pas de limite, je montre tout et ça marche. Alors, tout le monde ne t'apprécie pas, tout le monde ne te kiffe pas, mais en tout cas, moi, je me suis bien entendue avec la majorité des personnes et je crois que c'est ça qui compte le plus. T'as pas peur de trop montrer de toi, de personnalité? Justement, on en parlait de trop d'investissement, et ça fait partie de ça aussi, de se dévoiler face à des gens qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu. Parce que c'est 3 mois, et puis il y a des profils aussi qui sont beaucoup plus privés, on va dire. Bien sûr.
Eh ben, c'est un challenge. Je pense que c'est l'endroit où je suis bien, en fait, là-bas. Donc, c'est là où je me sens moi. Le personnel prend le pas sur le pro, effectivement. C'est peut-être un souci. Pour l'instant, ça ne m'oppose pas. Après, l'alternance est un peu finie, donc j'ai levé le pas un peu, le pied, tranquille. Mais oui, il y a toujours l'espoir je pensais y rester plus longtemps, bosser en CDD et tout. Enfin, faut tranquille. Ouais. Prendre le temps. Ça s'est très bien passé et pourtant, tu ne restes pas. Tu ne restes pas contre ton gré, puisque tu as envie de rester, mais pas de CDI à la fin. Non. Comment tu l'as vécu, ça ? J'avais pas de grand espoir. On te le dit direct quand t'arrives. On te dit que ça va être très compliqué. Donc, c'est Radio France, malheureusement, il y a un peu des soucis budgétaires. Bon, bah, c'est tout. Ça s'est fait comme ça. Malgré tout, j'ai quand même préparé un dossier de programmation cet hiver, quand j'ai eu le Covid. En fait, j'ai eu le Covid une nuit et je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose à jouer, en fait. C'est un métier qui me parle trop. C'est bizarre. Ouais. À la fin de l'alternance, est-ce que tu as peur de trouver moins bien, du coup ? Et d'être trop exigeante dans ce que tu vas faire ? Bah, complètement. Ouais, ça me fait peur. Oui, pour tout te dire. Ouais. Et puis, finalement, l'âge, c'est pas une force. C'est plutôt une faiblesse d'être plus âgé. Ok. Parce que tu demandes un salaire plus fort ? Non, parce que on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour être à 28 ans et n'être qu'à sortir d'alternance ? Ok, donc il y a des questions qui se posent comme ça. Ouais, en entretien, c'est assez compliqué. Comment tu y réponds ? Je dis que j'ai 10 ans d'expérience dans la vente, que le côté commercial, je l'ai eu aussi grâce aux écologistes, en tant que conseillère mutualiste. Enfin, toutes mes expériences, en fait, je les valorise. Et je dis que j'ai une maturité, que je sais où j'en suis, je sais où je vais, que ça s'est très bien passé cette année, que s'ils veulent plus d'informations sur mon profil et ma personnalité, qu'ils peuvent appeler la boss. La boss de FIP. La boss. Donc, voilà. Quand tu dis que tu t'es trop investi dans cette alternance, tu penses à quoi ? Les horaires. Ok. Il y a un moment où on doit quitter le bureau. On part pas à 8h30 du bureau. On part à 19h, 19h30, mais pas à 8h30. Tu le regrettes du coup aujourd'hui ? Oui, parce que je pense que pour ma vie à côté, pour mon bien-être, le sport, ma vie sociale aussi, il y a un moment, je l'ai un peu mise de côté et j'ai tout misé sur FIP. Faut pas tout miser, faut pas mettre les mêmes œufs tous les mêmes œufs dans le même panier. Faut pas. Ok. Malgré le fait qu'on t'ait dit que ce serait compliqué, t'as quand même tout donné pour avoir le truc. Toujours. Toujours non, tout mais donné. J'ai aucun regret, hein. J'ai aucun regret. Juste, faut un peu. Mais c'est en faisant les erreurs, les expériences comme ça, en se disant voilà. Là, mon prochain job, je mettrai pas tout mon corps, toute mon âme, quoi. Clairement. Et justement, est-ce que le fait d'y penser et de dire vas-y, alors que d'habitude, genre tu te donnes tout le temps à fond, que ce soit tes stages, ton alternance et tout, là tu te dis je vais pas de me donner corps et âme à mon futur job. Est-ce que aussi ça te démotive et ça te rend moins attrayante pour les recruteurs ? Ça transmet, c'est moins en fait. vendeur. Ouais. Non, je pense pas. Non. C'est un entretien, faut se donner à fond. C'est quoi ? C'est une demi-heure, 1 heure ? C'est rien. Non. Par contre, je pense qu'il faut pas enchaîner les candidatures, par contre. Il faut se limiter quand même, parce que à trop tirer, à tirer l'arigot dans tout et n'importe quoi, on se retrouve à dire mais n'importe quoi dans ces lettres de motive. C'est un poste qui peut pas nous correspondre. Il faut vraiment quand même faire un tri, quoi. Pas Qu'est-ce qu'une bonne lettre de motivation ? Qui parle sincèrement de toi et de tes réussites, en fait. On parle pas assez on a toujours peur en France de parler de réussite, tu vois. J'ai réussi à faire ça. On est hyper modeste, en fait, par moments sur notre travail. Les Français sont modestes. Je trouve. Tu trouves pas ? Ok. Non, je sais pas. Je sais qu'à l'étranger, par exemple, on n'a pas cette vision-là. On a les Français. On râle plutôt. On râle, on est méchant, mais on est trop modeste. Je trouve. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, dans une lettre de motivation, j'ai tendance à pas être fière ou à pas mettre un résultat. Voilà. Il faut insister sur les résultats qu'on a obtenus. C'est hyper important. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi ton but alors maintenant ? Parce que tu as fini ton alternance, le pied s'est levé, on peut dire. Donc tu es en période de chômage. Mais est-ce que ça fait du bien aussi ?
Non, pas trop, parce que le rythme, il est complètement cassé. Mais après, j'ai la chance de pouvoir quand même faire des programmations. Donc, je me lève un petit peu quand même pour aller bosser à FIP encore. Pour pas du tout le même job, je suis dans un autre bureau, mais c'est très stressant. Surtout quand on n'a pas forcément le soutien de sa famille, c'est un peu compliqué. Alors, tout ça, on va l'aborder. Parce qu'aujourd'hui, ton but, c'est d'être programmatrice musicale chez FIP ou même peut-être ailleurs. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi ce métier en fait? Ça consiste à écouter beaucoup de musique dans un premier temps, à écouter même que de la musique, je dirais 4 à 5 heures par jour. 4 heures en moyenne, moi c'est 4 heures par jour de musique. Et après, de transformer toutes tes écoutes en une playlist bien construite, belle et qui donne... harmonieuse, mais en même temps qui titille, qui emmène l'auditeur dans des chemins qu'il connaît pas, sortir aussi de sa zone de confort et lui faire des rappels nostalgiques. Donc voilà, c'est du playlisting tout simplement. Mais alors là, tu parlais exclusivement d'être programmateur ou programmatrice dans une radio type FIP. Type FIP. Parce que programmateur ou programmatrice de radio, tu peux être programmateur chez Énergie et tu passes 150 titres, les mêmes pendant la semaine. C'est ça. Mais sauf que en fait, je pense que le programmateur chez Énergie, il va faire en fonction des charts aussi, des meilleures ventes. Il ouais. En fonction aussi de quel invité il a sur le plateau, etc. Nous, c'est un peu ça aussi. Ouais. C'est en fonction aussi de nos invités, nos partenariats forcément, parce que on deal des choses. Donc, on va parler dans une émission du Festival des Nuits Sonores. Et on va mettre un peu de la programmation des Nuits Sonores dans la playlist FIP, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer justement qu'est-ce que c'est être programmateur ou programmatrice à FIP? Comme ça, on a directement le jus. Eh bien, être programmateur à FIP, c'est que t'arrives le matin, t'as un petit bureau quand même, je trouve qu'ils sont pas super grands, les cabines, ils appellent ça les cabines, avec donc ton ordi et des énormes enceintes où tu peux mettre le son à fond et personne n'entend quand tu fermes bien ta cabine. Oh, ça, c'est le kiff ultime de mettre les basses là et d'écouter ton son. Non, voilà, ce qu'il faut que tu fasses la journée, c'est faire une playlist, qu'elle soit harmonieuse et qu'il y ait des enchaînements qui soient parfaits. Parfait ou à ton oreille, hein. Des fois les gens n'aiment pas forcément la musique, c'est hyper subjectif, hein. Donc moi j'avoue que la bossa nova ça me gonfle un peu. Bon, il y a des gens ils vont adorer, tu vois. Il faut peut-être expliquer que FIP a ce rôle de faire découvrir aux gens, oui. Et du coup forcément il y a des gros partis pris. C'est ça. Où en fait, des fois, c'est mais qu'est-ce que c'est que j'écoute là? Parce que c'est vraiment ou alors ça peut être qu'est-ce que j'écoute, mais façon positive, genre en mode incroyable. Je connaissais pas du tout cet artiste. J'adore ce titre. C'est hyper plaisant. C'est hyper plaisant de voir que toi, ce que t'aimes, il y a des gens qui adorent aussi, qui tu vas transmettre, quoi. C'est de la transmission. Voilà, ce métier, c'est de la transmission de son et d'ambiance. Est-ce que tu considères les programmateurs et les programmatrices comme des réels artistes? Des créatifs. Moi, j'ai pas le talent du tout de la musique. J'ai le talent de l'écoute musicale, donc je sais l'écouter, mais je sais l'apprécier. Mais j'ai aucun savoir-faire en fait de la musique. Alors après, moi, c'est personnellement, mais la plupart peut-être sont assez musiciens en fait, les programmateurs. Donc je pense que la plupart sont artistes chez FIP, artistes musicaux, j'entends. Enfin, ils ont des groupes de musique et tout, mais le talent principal, c'est la créativité. Être original. Comment on monte une bonne playlist? Il faut penser à sa grand-mère, il faut penser à sa maman, il faut penser à son petit frère, à sa meilleure amie, à son enfance, à tout. En fait, il y a tout un mélange de mood. Moi, je prends ça vraiment comme un jeu. Et d'amusement, enfin, c'est presque la récré, quoi. C'est la récré. Et puis, c'est tellement satisfaisant de se dire qu'il y a des gens qui vont apprécier ce que tu mets et qui vont comprendre dans quel état d'esprit tu es. Oui, parce qu'on précise quand même, mais la playlist passe après en direct sur FIP, évidemment. Oui. Enfin, tu es programmatrice musicale, donc
t'envoies les sons après en national. Quoi. C'est ça, il y a en moyenne, je crois que les chiffres c'était 700 000 auditeurs quotidiens quand même. Bon, 200 000, 300 000 par heure, ou enfin je sais plus comment c'était. Ah, j'ai pas les chiffres. En moyenne, à l'instant T, c'est 300 000. Okay. Donc c'est comme si j'étais DJ en fait devant 300 000 personnes. C'est quand même stylé quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas Heureusement mal. qu'on les voit pas tous parce que ouais, voilà, 300 000 personnes, ça fait un peu beaucoup. Je m'évanouis. Mais alors, comment on fait pour devenir programmatrice ? Bah, je te dis, j'ai eu le Covid et j'ai fait un dossier. J'ai eu le Covid, j'avais de la fièvre et je me suis dit, ce métier, il est fait pour moi, il est fait pour moi, il est fait pour moi. Et avant le Covid, j'étais déjà curieuse de ce métier auprès des programmateurs. Je suis allée les voir et je leur ai posé des questions avec mon carnet de notes. Je prenais une demi-heure des fois. Oui, parce qu'il n'y a pas des études pour être programmatrice. Non, c'est ta culture musicale qui fait ce métier-là. C'est pas... Oui, il n'y a pas une manière d'écouter la musique, en fait. Hein. Et je rajouterais aussi, parce que tu as dit 4 heures de musique par jour. Minimum. C'est 4 heures minimum déjà. Et c'est 4 heures de nouvelles musiques, oui, d'écoute. De nouvelles écoutes. Donc ça veut dire que même si on adore un album, on peut le poncer à côté, mais quoi qu'il arrive, il faudrait écouter 4 heures de nouvelles musiques. C'est ça le plus dur, je pense, c'est de se renouveler. C'est de se renouveler, tout à fait. C'est une super remarque. Et pour te dire, aujourd'hui, j'ai galéré parce que moi, mon talon d'Achille, c'est le classique et le jazz. C'est vraiment pas les domaines musicaux où je suis à l'aise. Et je galère. Okay. Je dois m'informer dans des bouquins ou sur d'autres radios, c'est possible. Hein. Donc ouais, il faut être tout le temps à la page. Ça, c'est très prenant, mais c'est passionnant. Ouais. Excuse-moi, mais je t'avais coupé sur comment on devient programmatrice. Oui. Mais du coup, tu t'es renseigné auprès des programmateurs. Voilà. Et pendant après, ton alternance. Voilà, pendant l'alternance, parce que ça me trottait dans la tête. Et une nuit, j'ai fait une nuit blanche Covid, une nuit blanche Covidée, et j'ai fait un dossier de vingtaine de pages avec tout un playlisting dans un format Excel. Bon, après, je l'ai bien mis en page et après, je devais justifier tous les sons, tu sais, tous les enchaînements en fait. Pourquoi je mets un Madonna après un Joe Cocker, par exemple, tu dois l'enchaîner d'une manière... Alors, parce que les sonorités se répondent, parce que le titre de la chanson se répond, parce que je suis dans ce mood-là, parce que c'est le même style de musique, etc., etc. Tu te racontes une petite histoire, en fait. Ouais, soit ça. De toi-même, soit une histoire qui t'est venue dans la tête, quoi. Oui, et m'est venue dans la tête, que j'ai envie de raconter aux autres, que les autres aussi se racontent l'histoire. Que les autres vivent la musique comme moi, en fait, je la vis de la même manière, en fait. Ils sont au bord de la plage. J'adore faire ça en ce moment. Je mets des trucs hawaïens, des bruits d'enfants qui courent alors dans des débuts de séquences, des jeux de mots. Enfin, j'adore. Ouais. J'adore faire ça. Bref. Et du coup, j'ai fait ce dossier, je l'ai présenté au directeur adjoint. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là ? Il a dit, on va faire un petit test. Ah ouais. Donc, il m'a fait un test, c'était en juin. Et ça s'est plutôt bien passé, je crois. Et ils m'ont demandé si j'étais libre après l'alternance. J'ai dit, oui, c'est parti. Et donc, pour préciser aux gens, tu dis oui, c'est parti. Mais c'est parti, en fait, c'est des métiers quand même assez précaires quand t'es pas en CDI. Parce que là, t'es pas CDI. Non. T'es en fait remplaçante ou comment ça se passe ? C'est remplaçante et c'est des CDD à la carte, à la journée, quoi. Qui peuvent être renouvelés continuellement, en fait. C'est un peu le problème à Radio France, c'est que ton CDD, il peut être renouvelé, on va pas dire éternellement, mais pratiquement. C'est ça. Ok. Toi, ta vision là-dessus, c'est quoi ? C'est vas-y, je reste tant qu'ils me demandent ? Ou est-ce que, comme t'es toujours en recherche de CDI, je cherche. Dès qu'il y a un CDI, c'est ciao. C'est ça, mais j'abandonne pas l'idée de toujours être programmatrice. Dans l'idéal, ça serait de pouvoir poser des RTT, si j'ai un CDI, pour la programmation et de bénéficier de vacances. J'ai pas de gosse, j'ai pas de mari. J'ai pas d'attache. Ouais, non, mais c'est bête, mais je compte mes vacances, mais généralement, t'as quand même pas mal de semaines. Les RTT, c'est une fois de temps en temps. Si je peux négocier avec ma future entreprise, ça serait l'idéal. Ok. De pouvoir toujours faire un peu de remplacement. Est-ce que tu as des conseils aux gens pour écouter de la musique et en découvrir ? Mais des films aussi, les pubs. Moi, j'ai énormément j'ai toujours découvert les musiques via la pub, la télé, des musiques qui me font penser à d'autres musiques aussi. Je vais aller rechercher. Découvrir de la musique, c'est aussi écouter la radio, finalement. Ouais. Mais peut-être je peux reformuler la question en disant comment toi,
tu redécouvres et tu cherches des nouvelles musiques? Moi, j'ai toujours fait ça. C'est peut-être pas la meilleure manière, mais en tout cas, moi, c'est ma façon de travailler, entre guillemets. C'est sur les plateformes de streaming. Je vais dans artistes similaires et je les fais tous. Et j'en fais, jusqu'à ce que j'ai des pépites. Alors, je tombe sur des trucs horribles. Et puis, je commence sur du hard rock et je finis sur de la dub, tu vois. C'est parce que ton chemin, d'artiste similaire en artiste similaire, on tombe dans d'autres styles de musique. Et c'est ma façon de voir la musique et de la percevoir et de l'écouter. Ok. On a fait tout ton CV, on a bien taffé. Il est l'heure d'aller à l'après-travail. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Le vin, c'est aussi le soleil. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Allons, Odès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. L'après-travail ou l'after-work, pour les plus anglo-saxons d'entre nous, c'est un moment après ta journée où ta pote vient t'embarquer pour boire un verre. T'as pas forcément envie d'y aller, mais bon, t'y vas quand même. Et c'est pas forcément la meilleure idée puisque le lendemain, tu te réveilles à 8h du matin. Pour commencer cet après-travail, donc je voulais savoir déjà les points positifs de toute ton expérience, de toutes tes formations. Est-ce que t'as des points positifs à relever? Ouais, j'ai appris sur moi-même et j'ai montré que j'étais quelqu'un d'ambitieux, avec un état d'esprit positif. J'ai appris énormément et je suis fière. Je suis fière de ce parcours, je suis fière de moi, j'en parle tout le temps. Enfin, il y a que ça dans ma vie presque. Mais est-ce que justement, il y a un moment marquant qui t'a rendu fière? Peut-être, c'est un peu bête, mais la lettre de recommandation de la Big Boss m'a beaucoup touchée. Ta tutrice? Carrément. Ça m'a assez touchée parce que c'est... Dans le taf, on n'a pas le temps de se le dire, toutes ces choses-là. Mais là, j'ai senti ça... Ouais, bienveillant, sincère, et c'est un peu... J'ai récolté les fruits de mon travail, de façon honnête et sincère. Est-ce que tu dirais que maintenant, ton objectif, bon, même si c'est de trouver un taf qui te plaît, etc., que tu es hyper investi, est-ce que c'est de se détacher de la vie professionnelle? Un petit peu, ouais. En fait, l'objectif, c'est de travailler dans un milieu qui favorise l'émergence, pas les outsiders, tu vois ce que je veux dire, mais un milieu qui est bienveillant, vraiment, avec des valeurs très fortes humaines. Moi, je me rends compte, je peux pas vivre dans une boîte où on parle que de chiffres, quoi. FIP, on m'a jamais parlé d'un seul chiffre. À part les 300 000 auditeurs quotidiens, mais on m'a pas dit il faut que tu mettes tel morceau qui est le premier dans les charts. Jamais. Mais t'aurais envie... mets ce que je veux. Mais non. T'aurais envie d'aller dans une autre radio? Ah non. Ok. Moi, je suis 100% FIP. Il n'y a pas plus FIP que moi, je crois. Ok. Et plus j'avance dans mes progs, plus je me rends compte que c'est moi, en fait. Et que je me fais vraiment plaisir. On a parlé des points positifs, mais est-ce que t'as des points négatifs auxquels tu t'attendais pas ou que t'as relevé et que tu t'es dit ça c'était pas fou? Peut-être les missions, quand t'arrives dans la musique, faut pas s'attendre à avoir des missions de directeur artistique, de manager, de prod. Non, tu fais les factures, tu fais les cafés, tu vas ramasser les colis, tu ranges les bureaux aussi, les locaux. Derrière, quand il faut ranger les affiches, t'as mal, c'est lourd. Voilà, il y a des tâches assez ingrates, ça c'est sûr. Une reconnaissance un petit peu moindre par moment. Mais c'est pas un regret, c'est un peu pénible, mais c'est pas un regret. Faut le faire pour se rendre vraiment compte après de la chance qu'on a d'être dans des métiers où on est bien, quoi. On est intéressé et se rendre compte de la place, quoi, de choix. Et je pense qu'on n'arrive pas là par hasard, quoi. C'est en galérant, en connaissant... c'est pas le bas de l'échelle, mais c'est pas... Voilà, oui, c'est pas forcément très, très gratifiant tous les jours. C'était quoi le plus gros défi que tu as eu à faire pendant toutes tes études? De toutes les études? Ouais. Me trouver, je pense, ouais. Et tu t'es trouvé ou pas? Bah ouais, je pense que là, je suis au climax. Let's go, c'est bon ça. Ouais, c'est ouf. Et c'était quoi tes moments de doute, ton plus gros moment de doute, on va dire? Je pense que le plus dur que j'ai vécu, c'est le droit. L'échec du droit, parce que c'est le premier. Et qu'après, t'es habitué. Mais le premier est très, très dur. Le premier est le plus dur? Ouais. Ok. C'est pas la troisième fois où tu te dis putain, faut que je recommence. Non, c'est le premier qui est vraiment... Parce que t'as l'impression d'être jugé, t'as l'impression qu'on juge
ta personne, en fait. Puis c'est surtout la première fois où... Enfin, t'es la première à dire « Ok, je me réoriente » aussi. C'est ça. Bon, en même temps, t'es le parfait exemple qu'il faut se réorienter... Quand ça va pas. Quand ça va pas. Et quand on peut, aussi. C'est ça. Ça, c'est cool. Et justement, quand tu doutes ou quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? J'écoute de la musique. Ça me paraît d'une logique implacable. Aujourd'hui, t'as quelle vision de ta formation, de ton parcours? T'as dit que t'en étais fière. Oui, je pense que j'ai une vision peut-être extérieure, c'est que je suis hyper heureuse quand les gens me disent « Camille, c'était ton rêve, c'est génial ce que tu fais ». Je m'en rends même pas compte en fait que je le fais, parce que c'est du taf, et il faut taffer, t'es payé, et qu'il faut rendre quelque chose. Mais tous mes amis qui me disent « Mais c'est génial, c'est ton rêve, c'est ce que tu voulais faire, ça te va super bien ». Ça, c'est génial. T'as de la chance, c'est du coup. C'est une vision très positive, ouais. Bah, pour le coup, oui, j'ai de la chance. Est-ce que t'as conscience, justement, de cette chance? Pas toujours, comme je te dis, mais il faut. Est-ce que des fois, il faudrait prendre le temps de se dire « Ouais, on a de la chance ». Aujourd'hui, qu'est-ce que tu referais ou changerais pour t'aider mieux ou pour refaire des trucs? C'est sûr que je ferai appel à une conseillère d'orientation et que j'arrêterai de faire ma tête de mule en pensant que tous les profs sont pourris, que tout l'enseignement, le corps enseignant est pourri. Clairement, faire confiance un peu aux gens qui s'y connaissent et aller vers des structures qui s'y connaissent de fou. Et ça, je pense que ça a été mon gros loupé, quoi. Je suis passée, mais à côté, quoi. Complètement. Après, t'as expérimenté par toi-même. C'est pas mal aussi. Ouais, mais je pense qu'il y a bien 2-3 ans qui ont été quand même un peu à la poubelle. Mais poubelle professionnelle, pas personnelle, parce que j'ai vécu plein de trucs positifs, j'ai rencontré des gens. Mais voilà. Est-ce que le fait de travailler constamment, d'être à fond tout le temps, là, depuis que t'as trouvé ta voie, t'as l'impression que t'as besoin de rattraper du temps? Un peu, ouais. Carrément même. C'est pas bête comme truc. Ouais, j'ai l'impression que le temps, il avance sans toi. Et puis l'âge adulte, hein, moi j'ai 28 ans, voilà, il n'y a plus papa-maman. Déjà un pied dans la tombe non. Non, mais c'est vraiment les vrais problèmes d'adulte, tu vois. Le chauffage, l'énergie, le chômage, faire des papiers, et l'assurance maladie, et le machin, et des trucs. Ça fait peur. Oh, ça j'aime pas, ça je supporte pas. C'est très énergivore. Moi, je souffre de charge mentale permanente. Mais pour tout et n'importe quoi, je pense à mon chat, je me dis merde, j'ai oublié les croquettes, ça va, le chat il a encore 2-3 jours. Mais non, ça va pas. Tu vois. Ok. Donc tu pars en stress direct. Ouais, je panique, j'ai un peu la panique facile, ouais. Ok. Maintenant, c'est quoi le projet? Bon, là t'es en recherche et tout, mais tu te vois où dans 1 an, 5 ans? Dans un festival. Petit festoche? Un petit festoche, un petit poste de prod, ouais, carrément, petit festoche. Petit ou gros. Mais petit festoche en tant que quoi, du coup? Prod ou com, n'importe. Ok. Je prends. Peu importe. La musique. La musique, c'est ça. La musique dans la peau. Et dans le live aussi. Le live, ça me fait vibrer. La dimension spectacle me fait vibrer. Je trouve les artistes, on les apprécie, on apprend à connaître certains artistes en live qui sont des fois bien meilleurs en live que sur album. Alors que certains, c'est tout le contraire. Est-ce que tu avais cette vision-là de ton travail quand tu étais en terminale? Non. Tu te voyais où en terminale, en fait? J'en sais rien du tout. Peut-être juriste, avocate. Comme dans les séries. Ouais, un peu, ouais. Ça me va pas du tout, en vrai. Ok. Bon, l'émission elle touche bientôt à sa fin, mais je voulais savoir si tu avais une petite reco pour nos auditeurs qui permettrait de se plonger un peu plus dans ton métier ou dans tes études. Ouais, dans la musique, le bon film, je trouve, pour le métier, l'industrie musicale en tant que telle, pour comprendre un peu les rouages, les pressages des vinyles, tout ça, c'est le film NWA sur le groupe de rap mythique américain que j'ai énormément aimé, qui fait un peu écho à Eminem là, le 8 Mile, qui est pas mal du tout aussi, sur un peu le succès, qu'il est pas donné à tout le monde, qu'il faut quand même travailler, que c'est des milieux où il y a
c'est pas de la drogue, mais il y a des excès en fait. Donc c'est assez intéressant. C'est pas la vraie vie forcément, hein, c'est un biopic, hein, mais ça donne une bonne tonalité et puis les lives sont excellents. Ok, je jetterai un coup d'œil parce que je connais pas. Il est trop bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer, pour faire ce petit bilan ? Non, en vrai, si. Parler de soi professionnellement, finalement, c'est peut-être ça qui me fait dire aussi que personnellement, je suis beaucoup mieux qu'il y a un bail au début de mes études, qu'il y a du chemin. En fait, de tout retracer ce chemin, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que de tout retracer le chemin avec toi ce soir, ça a été incroyable pour moi personnellement, pour voir à quel point en fait j'ai fait plein de choses, quoi. J'ai tellement accompli sans m'en rendre compte et c'est beaucoup de travail et c'est hyper enrichissant et c'est la vie en fait. Je suis trop content. Voilà, on arrive à la fin et je voulais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour avoir des informations sur ta formation que tu fais ou que tu as fait plutôt, si des gens ont des questions. Et LinkedIn, Camille Dutilleul. Ok. Comme ça se prononce le tilleul. Dutilleul, tout attaché. Parfait. Je le mettrai sur le compte Instagram pour les plus attentifs d'entre vous. Bon Camille, merci beaucoup d'être venue nous parler de tes études. Moi, ça a été un grand plaisir que tu sois venue et tout, c'était vraiment cool. En plus, on a pu tester des nouveaux micros. Et donc, tu as été la première à être enregistrée. On a un micro chacun. C'est fou. C'est fou. Moi, je suis comme un ouf. Voilà, vous me voyez pas, mais je suis comme un ouf. Mais j'espère que tu as passé un bon moment. Très, très bon moment. Merci, Clément. On peut te souhaiter que de trouver un poste dans ce que tu aimes, même si tu es plutôt bien parti. J'espère. Et puis, tu reviendras pour en parler. Carrément. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de parler de tout le parcours de Camille, mais voilà, évidemment, on a fait peut-être des petits raccourcis, etc. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une critique de votre plus belle plume. Ça fait toujours extrêmement plaisir. J'ai créé un compte Twitter @qu'est-ce que tu vas faire, mais aussi un compte Insta, comme ça, il y en a pour tout le monde, où je relaye les infos du podcast, par exemple cette émission, de quoi on a parlé, des recommandations et même des contacts de Camille, etc. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut, salut! Salut! Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.